Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Les gens du live savent ce que cette musique-là veut dire. C'est le début d'une belle journée du vendredi. On aura beaucoup de stock à vous présenter aujourd'hui. Les gens du Prime également qui sont avec nous autres savent que le vendredi, on commence de cette manière-là. Donc, bon début de week-end qui a été lancé hier par l'aubergiste avec un petit vin blanc italien. Donc, j'espère que vous avez pris ça en note. Anyway, il est disponible dans le podcast d'hier. Juste vous dire que dans la... Bon, on a bien sûr pour les gens du Prime, un peu plus tard, Carlos the Punisher. Les gens qui aiment les histoires sur les UFO, on a les UFO News dans le bloc du vendredi avec Dennis and the Jet qui sera avec nous autres et qui sera en vedette aujourd'hui. Carlos va servir de helper, il va servir de passager dans l'autobus. Un peu plus, c'est le travail de Dennis and the Jet aujourd'hui qui sera avec nous autres avec Jerry et Mr. White. Hey, juste avant de faire le bilan de la soirée d'hier, c'est drôle parce que hier, je suis allé prendre une coupe de petite bière dans un bar, puis en revenant, j'ai fait un genre de congé, j'ai ramassé du poulet frit. Où je suis, j'ai pas de Dixili, mais là, on est allé manger cette semaine avec ma grande chez Dixili. Je veux saluer Mario, ma fille. Ils ont capoté sur ils ont essayé un nouveau sandwich qui n'est pas encore disponible, donc... Dans le principe de Monsieur Madame, il y aura maintenant le burger Madame. Du côté de Dixili, ça s'en vient, donc surveillez les promos. Mais ma fille me parle depuis 3 jours du genre de Joe Louis maison qui est faite maison pour vrai, qui est faite par la gang de Dixili. Donc, si vous passez comme pirate manger, soit une pizza, parce que je sais que les boys hier ont mangé une nouvelle pizza qui va être lancée également, donc Mario est dans les nouvelles affaires. Si jamais vous passez par là, oui, mangez soit le poulet, soit un sandwich poulet ou encore la pizza. Mais ça vous prend pour finir un dessert. Et ma fille vous dit, vous devez manger le Joe Louis maison trempé dans le chocolat. OK, donc message est passé. Mais juste avant de... c'est ça, hier, je suis arrivé, puis j'ai regardé quelques affaires de F1, j'ai regardé quelques affaires de golf. Puis là, ça m'a donné le goût d'écouter un épisode qui me restait de Drive to Survive. Et ensuite, j'ai écouté ma 3e épisode de Full Swing, la version Netflix de la dernière saison de la PGA. Et si vous n'aimez pas la F1 ou si vous n'aimez pas le golf, vous n'êtes pas des amateurs, vous devez écouter ça pareil parce que c'est c'est moins fait pour les gens comme nous autres qui suivent ça. C'est quasiment fait pour initier beaucoup de monde à ces sports-là. Et ils font un job incroyable. Sérieusement, ils font un superbe job. Donc, puis là, par après, je ne savais pas trop, j'allais me coucher, puis j'ai comme pitonné un peu et je suis tombé sur le discours de Biden, un gars enragé qui... ça, je le savais. Je savais qu'il allait donner un genre de traitement de cheval comme l'année passée. En fait, c'était quasiment 80-85%, c'était le même discours avec les mêmes points que l'année passée. Je vous dirais, pitcher un peu de la même manière. L'année passée, ils nous avaient surpris un peu parce qu'on voyait qu'ils y avaient donné un genre de seringue soit du Celsius, du Red Bull, mais d'après moi, c'est plus un remède de cheval qu'on a donné à Biden pour qu'il ait l'air d'un gars énergique. Mais le problème avec ces médicaments-là, c'est que ça fait qu'ils sont tellement high qu'ils déboulent. Donc, ils déboulent les mots. On avait l'impression que tous les mots... Tu sais, habituellement, mettons, je vous dis « je vous aime ». Donc, je, espace, vous, espace, aime. Mais lui, il n'y a pas d'espace. Donc, ce médicament-là qu'il prend, qu'on lui donne, il n'est peut-être pas au courant là, qu'il leur donne. Ils ont sans doute glissé quelque chose dans son verre. Mais c'est ce que ça fait. Ça fait que le gars, d'abord, donc, ça va très vite. En anglais, on dit il mumble. Donc, il fait comme chuchoter un paquet de mots, tout collés. Je ne vais pas commencer avec ça, mais regarde, finalement, on va le faire. Mais il colle tous ces mots ensemble et il parle très fort, très fâché, très autoritaire, les yeux quasiment fermés, le nez pognassé, il crie, il beugle. Et là, la presse québécoise, bien sûr, même plus que la presse américaine, crie « Oh yes, un Biden avec plein d'énergie, etc. » Oh, come on, c'est un Biden qui était...
c'était un Biden qui était mal engueulé. Et je pense que Tucker Carlson a dit hier, j'ai écouté Tucker Carlson après, il disait que c'était le plus anti-américain des discours à la nation probablement qu'on avait eu. Et c'est carrément le feeling qu'on avait. D'abord, sur les histoires de... Juste un point très niaiseux, de vouloir aller chercher de l'argent dans les entreprises, puis avec les riches, puis je vais aller chercher 500 milliards de dollars pour 10 ans. Ben, pourquoi tu vas pénaliser probablement des actionnaires, donc des retraités, de la classe moyenne qui a des actions dans un genre de REER, ce qu'eux appellent ici le 401K? Pourquoi tu vas probablement nuire à ces gens-là, parce que les rendements de ces compagnies-là vont être moindres, parce qu'il y aura moins de profits, etc. Pourquoi nuire à ces entreprises-là et prendre le fameux 500 milliards sur 10 ans et finalement l'envoyer à l'Ukraine? Parce que c'est à peu près ça qu'on va envoyer si ça continue. Quand on regarde, on fait une règle de 3 avec ce qui est parti depuis 2 ans et ce qui risque de partir dans les 2 prochaines années si cette maudite guerre-là finit pas. Cet argent-là va être pris dans les mains des riches, parce que c'est un genre de... C'est très, très populiste de dire qu'il veut prendre de plus en plus d'argent dans les poches des... Mais la gauche peut se permettre ce genre de populisme-là. C'est comme il y a comme deux genres de règles très différents pour la gauche et pour la droite. Donc le populisme est comme très accepté à gauche, mais il n'est pas du tout à droite. Ça, c'est très, très bizarre. Mais un gars très fâché. Puis une des choses que j'ai remarqué, c'est le nombre de mensonges qui sont... Puis, c'est pas... il y a beaucoup de présidents beaucoup de politiciens, en fait, qui vont prendre le micro et qui auront l'occasion de vous parler, il y en a qui disent que c'est pas nécessairement des mensonges, c'est de l'embellie, c'est de dire des genres de demi-vérités. Moi, j'appelle ça vraiment des mensonges. Et pourquoi je vous parle de ça? Habituellement, on ne fait pas de cas avec ça, mais c'est que un réseau de nouvelles comme MSNBC, donc concurrent de CNN, concurrent de Fox News, se fait un plaisir quasiment à chaque fois que Donald Trump a une tribune, comme ça a été le cas mardi après les Super Tuesday que Trump a gagné facilement. MSNBC n'a pas diffusé son discours. C'était pas son meilleur discours en passant, je l'ai déjà dit. Puis quand j'ai parlé de ça cette semaine en disant que Trump va falloir qu'il se réveille parce que j'ai trouvé qu'il était un peu perdu dans son discours puis que là, la game commence pour vrai. C'est les playoffs. Là. Les playoffs commencent. Je regarde les sondages, Wall Street Journal, Fox News, New York Times. Je regarde les sondages un à côté de l'autre. Et l'écart n'est pas assez grand pour qu'on puisse se permettre d'avoir quelqu'un qui n'est pas organisé puis qui va aller déblatérer, toutes sortes de faire un peu dur à suivre. Donc, il faut que Trump mette sa game face parce que le but, c'est de sortir cette gang de malades mentaux que sont devenus, malheureusement, les démocrates avec le temps. Donc, il faut sortir ça au nom de l'économie canadienne, au nom du monde entier. On a tous intérêt, tout le monde sa boule, à voir probablement un autre 4 ans de Trump pour essayer de remettre ça douette. D'abord, enlever la maudite guerre. Les gens sur le terrain du côté de l'Ukraine, les Russes, on voit des vidéos de ça. Eux, même si Poutine fait semblant qu'il est mieux avoir Biden que Trump, tout le monde sait que quand Trump va arriver, la guerre va finir. Donc, c'est pas moi qui vous le dis. Ce sont des gens de l'armée. Bon, il y a la gang de Wagner aussi là-dedans, là, mais ces gens-là nous disent on a un contrat jusqu'au temps que l'élection soit faite. On est en guerre contre l'Ukraine. Mais la minute que le mois de novembre est passé, que Trump gagne, la guerre est finie. Donc, juste pour la paix mondiale, je sais que les démocrates et les républicains sur la guerre s'entendent. Trump fait partie probablement de la gang de Rand Paul qui est anti-guerre. Donc, c'est la bonne nouvelle de ça pour les gens qui n'en veulent plus de guerre, qui sont écœurés qu'on investisse autant d'argent dans ces affaires-là, qui mènent absolument nulle part en passant. Et hier, on a pu voir le Speaker of the House en arrière, qui tout le long a fait des faces bien le fun. Le seul moment où il a appuyé Biden, c'est quand Biden a parlé de la guerre en Ukraine et d'envoyer de l'argent là-bas. Donc ça, les deux partis sont... la raison, c'est que les deux partis ont des gens là-dedans, il y a des familles, il y a du monde qui font de l'argent avec la guerre. Ils ont des actions dans les compagnies, ils ont des pots de vin, ils ont du financement pour leur campagne avec ces grandes compagnies-là qui sont des compagnies qui profitent à peu près de 80% de l'argent qui est envoyé en Ukraine. La vérité, c'est que quand on dit on envoie 100 milliards en Ukraine, il y a peut-être un peu d'argent qui s'en va en Ukraine. Oui, il y a 10, 12, 15 milliards qui s'en va directement en Ukraine. Mais le gros de l'argent reste aux États-Unis dans les entreprises de guerre. Donc, les deux partis sont du même avis. Trump détonne par rapport à ça.
mais on voit que dans l'establishment républicain, on a vu la face hier du Speaker of the House derrière M. Biden, et on a vu que le gars a fait « oui, en voulant dire « je suis avec toi ». Pour le reste, il a fait des grimaces, il était très drôle, mais pour la guerre, on a deux partis qui sont pro-guerre. Là. Ça, c'est bien navrant, mais ça fait partie de l'histoire de l'Amérique. C'est une grosse partie de leur richesse et de leur force également. Donc, pour les gens qui n'en veulent pas de guerre, on s'entend qu'on a hâte de voir les élections, mais il faut que Trump prenne ça au sérieux. Il faut qu'il prenne ça au sérieux. Les sondages sont quand même assez serrés. Les meilleurs sondages lui donnent 5-6 points d'avance. Beaucoup de sondages aux alentours de 2, 3, 4 d'avance. Donc, la game n'est pas gagnée. Et en espérant qu'ils vont garder Biden, parce que, bon, peu importe qui ils vont amener là, je pense que le candidat, incluant celui de la Californie, Gavin Newsom, j'ai l'impression que même ce rigolo, ce clown-là, qui a scrappé un des plus bels endroits au monde, j'adore la Californie, j'allais 5-6 fois en Californie, j'adore la Californie, mais ils ont réussi à scraper cette place du monde qui a tout, des paysages incroyables, de la richesse, des gardes, c'est un endroit merveilleux. Mais malheureusement, les pinkos, les Green, les gauches, etc., ont réussi à faire de cet État-là un État que les gens fuient maintenant. Près de 1 million de personnes au cours des 2 dernières années ont quitté la Californie pour un autre État. Donc ça, c'est bien triste. Mais malgré ça, même si Newsom s'en vient, malgré qu'il n'est pas bon comme gouverneur, malgré qu'il fait très mal à la Californie, il va probablement aller chercher 2, 3, 4 points de plus que Biden en a en ce moment, parce que beaucoup de gens se disent, ouais, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, hier, le gars crie, le gars bug. Et dans les mensonges que je veux mentionner de ce qu'il a dit, parce que MSNBC ne veut pas diffuser les discours de Trump, parce que Rachel Maddow, la fille là, la fille qui est là un petit peu garçonnière, mais qui est là, c'est la vedette de MSNBC, elle coupe systématiquement tous les discours de Donald Trump en disant non, nous, on ne diffuse pas, en tant que diffuseur, on ne veut pas donner une tribune à quelqu'un qui ment constamment. Ben, excusez-moi, là, il y a juste 2 points économiques. Je pourrais vous en sortir d'autres. Je sais que Tucker Carlson en a sorti d'autres. Je sais qu'il y en a plein qui en ont. Il y a des fact-checks à beaucoup de places. Mais je vous en donne juste 2 qui sont quand même assez... Pour moi, c'est quelque chose qui est répété depuis quelques années maintenant. Et de continuer à faire semblant et de jouer, parce qu'ils le savent. Je veux dire, c'est pas des gens qui savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Là. C'est des gens qui savent. Ce que je vais vous dire, ils savent très bien. Là. Ils jouent sur les mots, ils mentent pour essayer de souffler leur ballon puis d'avoir l'air à des champions. Mais quand est arrivé la COVID, c'était Trump qui était au pouvoir. OK? Donc, mars 2020, la COVID, malheureusement, Trump, comme les autres dirigeants du monde entier, on ne savait pas trop où s'en allait. Même nous, tout le monde était un peu fucké avec la patente. Ça nous a pris quelques mois de se réveiller et de dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette maudite marde-là, il n'y a pas grand-chose finalement. Mais au début, tout le monde était un peu fucké avec ça. Et Trump est embarqué, peut-être pas de la même manière que le Québec et le Canada, mais est embarqué d'une certaine manière. Certains États sont allés d'une certaine position, d'autres ont débarqué plus rapidement que d'autres. La Floride qui a lancé le mouvement, le Texas qui a suivi après. Mais en mars 2020, tout est arrêté. Pas comme chez nous. Les entreprises, les manufactures continuent, etc. Pas comme chez nous. Mais fermeture de restaurants, puis un paquet d'affaires dans la majorité des États, les écoles, etc. Donc, il s'est perdu, en quelques semaines, 22 millions de jobs. OK, aux États-Unis, c'est perdu 22 millions de jobs. Faites-vous-en pas des millions de jobs, les gens qui travaillent dans les villes, au gouvernement, il n'y a personne qui a perdu le job. C'est toujours, comme au Québec, ça a été que l'entreprise privée qui a payé pour ça. Donc, il y a 22 millions de jobs qui se sont perdus en l'espace en dedans de 2 mois, pendant les premiers mois de la COVID en 2020. Donc, ça a été la plus grande perte de jobs de l'histoire économique des États-Unis. Et là, ben, graduellement, on s'est rendu compte que la COVID, c'était une arnaque et que c'était exagéré. Puis finalement, il y a des États qui ont parti plus vite, d'autres ont suivi également. Nous, on a été les plus late, on a été les plus idiots, les plus cocoones. Nous autres, on était comme le gars dans le temps d'une paix. Là. On était ticounes all the way. Donc, ça nous a pris du temps de comprendre. Puis on était comme amourachés de la personne qui nous a embarrés dans la maison. Donc, on a eu de la misère à se réveiller, mais ailleurs, dans les États plus au sud, où les gens n'aiment pas beaucoup les gouvernements, donc, et on les aime pour ça, on les salue pour ça. Ces gens-là ont repris leur liberté plus rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, et là, ben, ça a coïncidé avec l'élection, et là, Biden est arrivé,
Et ça a coïncidé le retour des jobs avec l'arrivée de Biden. OK? Donc, mais c'était pas... Lui, il dit, j'ai créé 15 millions de nouvelles jobs au cours des 3 dernières années. Ben, c'est pas vrai. Je veux dire, même CNN est obligé de le dire, même MSNBC est obligé de le dire, même les défenseurs des démocrates et de Biden sont obligés de dire, les millions de jobs en question, parce que là, si on fait le calcul, 22 millions de jobs perdus, 15 millions de récupérés en 3 ans, probablement qu'il y avait des millions, quelques millions qui ont été récupérés avant l'élection. Mais il en manque peut-être une couple. Peut-être qu'on n'est pas arrivé, on n'a peut-être pas tous retrouvé ces jobs-là, quoique le taux de chômage est quand même assez bas, il faut le dire. Mais Biden pense que c'est lui, pense que c'est le Biden Economic qui a fait ça, pense qu'il est responsable d'avoir créé dans l'histoire des États-Unis le plus grand nombre de jobs. Et c'est ce qui crie et qui bug hier lors du discours à la nation du président. C'était un peu pathétique. Même chose également pour le nombre d'entreprises. Le nombre d'entreprises, on parle de 22 millions de PME qui ont été créées pendant les années de Biden, pendant les 3 premières années de Biden. La réalité, c'est que pendant la COVID, les gens qui ont perdu leur emploi, beaucoup de monde se sont ouverts des petites compagnies sur le web et ont commencé à faire des affaires qu'ils pensaient faire depuis un temps. Ils étaient à la maison, il n'y avait pas de job. Ils se sont partis une petite PME sur le web, des choses comme ça. C'est directement relié au fait que les gouvernements avaient fermé l'économie pendant quelques mois. Donc, c'est du mensonge all the way. Puis la raison pourquoi je vous en parle, tout le monde ment un peu en politique, même des fois, même pas mal trop, même des gens qu'on aime, ça nous écœure. Mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est que les médias nous disent que le menteur, c'est juste Donald Trump. Les autres ne mentent jamais, 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 ce qui est de la fucking bullshit. Donc voilà, disponible là, pour les gens, mais je sais que y a des gens qui se posent la question pourquoi on s'intéresse tant à la politique américaine. La politique américaine a de l'impact sur nos vies, pas mal plus qu'on le pense. J'ai l'impression que si on avait un meter, savoir qu'est-ce qui nous impacte le plus dans nos journées. Est-ce que c'est la ville dans laquelle on est avec les politiciens qui sont là? Est-ce que c'est les politiciens provinciaux? Est-ce que c'est la gang à Trudeau? Ou encore, c'est le fait qu'on est mondialisé? C'est le pays, notre voisin, qui est le pays le plus puissant du monde. Est-ce que son impact, finalement, quotidien dans nos vies est pas mal plus grand qu'on le pense, même si on ne vote pas pour eux? Je pense que là, si on faisait un pourcentage, on verrait que la ville, c'est important. Oui, est-ce que le gouvernement du Québec fait pour nous, les fonctionnaires, puis toute la game politique qui est alentour? Fédéral, peut-être un peu moins. Je me demande si le fédéral, donc le Canada fédéral, donc Ottawa, entre Ottawa et Washington, sur une échelle de 100, je pense qu'on est peut-être dans les mêmes eaux, à savoir qui des deux a le plus d'influence dans la vie de tous les jours de ce que nous sommes, nous, Québécois et Canadiens. Donc, c'est important. Puis l'autre affaire, c'est le fun. Contrairement à notre politique un peu endormante où il ne se passe pas grand-chose, la politique américaine est un gros show. Donc, si vous êtes intéressé par ça, ben, je peux vous dire que Radio Pirate, autant sur le live, beaucoup sur le Prime, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la prochaine année parce que là, c'est game face. Playoff commencé. Faut que Trump se mette faut qu'il se mette en position playoff. Là, il dort au gaz depuis 2-3 mois. Il divague un peu. Il a l'air un petit peu au-dessus de ses affaires. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il aille chercher le monde. Il faut qu'il craigne le monde. Il faut qu'il fasse de la politique pour le monde et non pour lui. Donc, game face, playoff commencé. Juste avant d'aller avec Christian Dufour, juste vous dire une affaire. Je vous présente une patente sur Joe Rogan, OK? Joe Rogan, qui est le podcaster le plus connu. Nous autres, on doit saluer Joe Rogan parce que Joe Rogan, du jour au lendemain, a crédibilisé le monde du podcast dans lequel je suis depuis 2006 avec Radio Pirate. Donc, Joe Rogan, avec sa force, a crédibilisé cette industrie-là. Donc, on peut y faire un gros thumbs up. Il n'y a pas de compétition entre podcasters. On est tous des gens qui veulent que cette industrie-là devienne dominante et c'est en train d'arriver. On voit les chiffres, surtout dans les 50 ans et moins. De plus en plus, le podcast prend la place en majorité pour les gens pour s'informer. C'est extraordinaire parce que les gens trouvent les gens qui les intéressent, les sujets qui les intéressent, etc., etc. Joe Rogan, c'est une machine. Mais là, que Joe Rogan soit attaqué de manière hypocrite. Parce que vous savez que Joe Rogan, c'est un démocrate. Joe Rogan, c'est un gars de la gang qui a abandonné la gang, OK? Qui est devenu de plus en plus indépendant et qui ne votera plus démocrate. Il vient d'une famille de bohème. C'est un artiste, Joe Rogan. Mais Joe Rogan a quitté le wagon de la gang de malades mentales qui mène maintenant la gauche. Et ça les fait chier. Quand quelqu'un quitte le bateau,
va dire de quoi il le frappe jusqu'au temps qu'il ait sa peau. Et là, en février, puis c'est drôle parce que j'écoute pas tous les podcasts. En fait, il y a une majorité de podcasts d'émissions de Rogan que je n'écoute pas, mais des fois, il y en a que j'écoute. Et j'ai écouté cette émission-là de l'activiste criminaliste de Queen, donc dans le coin de New York, qui était venu, le grand mince, le grand noir, qui était venu raconter son histoire de gang de rue et de toute sa vie criminelle, puis de son temps en prison, puis de son retour à une vie extraordinaire depuis 2005, comment le gars s'était pris en main, puis comment il avait changé sa vie, puis que là, maintenant, il faisait tout l'inverse de ce qu'il était auparavant. Puis ça lui a valu cette visite-là, puis sincèrement, il a épaté beaucoup de monde. Le podcast est toujours disponible en passant. Il a épaté beaucoup de monde et on voit dans le vidéo, si vous regardez la vidéo, entre autres, de Joe Rogan, avec lui, on voit que Joe Rogan est impressionné par le gars en question. Il y a un autre gars avec lui aussi, là, sont rarement trois, là, mais il était trois à ce moment-là. Et tu sais, tu dis, hein, wow. Mais là, on a fait des titres, parce que le gars en question, il a été arrêté dans les dernières heures. C'est un gars qui tuait du monde dans son appartement. OK? Donc, ils ont trouvé un tronc d'humain chez eux. Ils ont trouvé des têtes coupées dans le congélateur. Une histoire affreuse, OK? Une histoire complètement dégueulasse. Mais le titre des articles sur cette affaire-là, c'est un invité de Joe Rogan, reconnu, en tout cas pas reconnu coupable parce qu'il ne l'est pas encore, arrêté pour multiples meurtres. Joe Rogan n'a rien à faire dans l'histoire, là. Joe Rogan n'a rien à voir dans l'histoire. En fait, plein de gens dans la communauté à New York recevaient ce gars-là parce qu'à cause de son passé et de son nouveau cheminement d'activiste qui aide toute l'histoire autour des crimes et tout ça. Donc, c'était pas le seul. Mais pourquoi on a choisi Joe Rogan? T'sais, on l'a dit, c'est le chum à Joe Rogan. On a trouvé des têtes de mort on a trouvé des têtes de personnes tuées dans son congélateur. Il ne connaît pas plus que vous et moi. Il l'a eu en entrevue une fois, il y a à peu près un mois. That's it. C'est incroyable. Mais c'est le genre de game qu'il joue. S'il y en a un qui sait comment ils peuvent jouer sale, comment ils sont salauds, c'est Donald Trump. Donc voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui. On s'en va tranquillement vers Christian Dufour, qui sera avec nous autres dans les 3 prochains blocs. Vous allez adorer. Christian est en feu. Vraiment en feu. On parle de liberté, on parle de COVID, on parle de tout. Comment on a été brassé pendant 2 ans et demi de temps par ce gouvernement complètement hors contrôle qu'on a au Québec. On vient dans un instant sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Christian Dufour est dans nos studios aujourd'hui et il y a un nouveau livre. C'est je pense que c'est son 7e livre. Et le livre, ça c'est le fun. Plus que jamais, la liberté. Donc, c'est un beau titre, ça? C'est un beau titre, ça. Extraordinaire. C'est un coup de canon, en fait. Ça, j'aime beaucoup le titre, ça sonne comme un coup de canon. Oui. Mais le mot liberté, je suis certain, puis je t'ai entendu en parler ailleurs, puis je t'ai lu. Ça fait mal, ça. De définir liberté en ridiculisant ce terme-là. Puis je sais que Stéphane Bureau l'a noté cette semaine dans une entrevue à Richard Martineau, mais ça a été pendant la pandémie, puis je sais que dans ton livre, tu en parles beaucoup, c'est le cœur du livre. Ça, c'est ce qui a marqué beaucoup de monde comme nous autres qui, d'abord, savent que la liberté, c'est pas un acquis pour l'éternité, ça peut être enlevé à n'importe quel temps. Mais je dirais que toi, tu es un peu plus vieux que moi, tu es un peu de l'esprit de mon père, puis du père à Jerry, puis de beaucoup de monde qu'on connaît, comme tu vois notre âge ou légèrement plus vieux, qui ont voulu bâtir un pays, puis justement, une des choses qui était, oui, aujourd'hui on utilise le mot autonomie, mais moi quand j'étais jeune, puis que j'entendais mes parents parler de souveraineté, le mot qu'ils utilisaient le plus souvent, c'était liberté. C'était la liberté de choisir, c'était la liberté. Tu sais, j'ai toujours été un mot vraiment important dans notre vie de Québécois. Puis là, du jour au lendemain, ce mot-là a été ridiculisé. Et c'est ça qui t'a donné, j'imagine, le goût de faire un livre, Christian.
Ben, c'est une des raisons, parce qu'il y a un phénomène spécifiquement québécois là-dedans que j'ai découvert, en fait. Parce que moi, le Québec, c'est un des amours de ma vie. J'ai pas d'enfants. Puis les livres que j'ai écrits portent en bonne partie sur le Québec. Puis l'amour est un peu aveugle. Puis durant la pandémie, j'ai réalisé quelque chose qui est objectivement honteux, pas aussi qui est un peu stupide. C'est qu'il y a des élites, souvent de gauche, qui se sont mis, en fait, à regarder haut le peuple, à mépriser le peuple, en fait, les gens qui défendaient la liberté. En Saint-Jean, la façon de parler de certains milieux populaires, c'est pas tout le monde. Donc, pour des gens de gauche, ça fait un peu bizarre, en fait, de cracher sur le monde ordinaire. Puis aussi, c'était d'une grande superficialité intellectuelle, parce que quiconque est un peu lucide voit bien que, pas juste au Québec, partout dans le monde, la liberté est menacée. Là. Oui. La montée des régimes autoritaires, la démocratie est en régression, la révolution numérique est vraiment porteuse d'une limitation de liberté, la culture de l'annulation, la nouvelle idéologie sanitaire. Bon, tout converge pour dire que la liberté, c'est précieux, c'est une grande valeur de civilisation. Or, au Québec, puis juste au Québec, les intellectuels sont mis à cracher sur la liberté. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que ça me fait de la peine, ça m'a vraiment perturbé, moi, parce qu'à l'âge que j'ai là, je n'ai pas d'autre patrie que le Québec. Là. J'ai découvert un Québec plus peureux que je pensais. Puis qui mettait tellement l'accent sur la sécurité que c'était au détriment de la liberté. Je donne toujours l'exemple, je m'excuse, je peux être répétitif, mais moi, 3-4 mois après le début de la pandémie, j'ai perdu mon conjoint dans des conditions dramatiques, puis j'avais besoin de sacrer mon camp de partir. Bon, on avait le droit de partir, mais il ne voulait pas qu'on parte, hein? Il nous conseillait de ne pas partir. Donc, je me souviens d'Orval, c'était glauque comme endroit, il n'y avait pas de monde. Je suis trouvé au Maroc, à Tanger, parce que le Maroc, c'est comme mon deuxième pays. Ceux qui connaissent Tanger, là, c'est en face de l'Espagne, puis il y a une côte. Là, je connais bien. Ouais. Jerry Bon, j'étais dans un petit hôtel à Astoria, je vois encore, là, c'est pas du tout un palace. Puis je me souviens de ma tablette. Riad. Pardon? Un petit riad? Non, pas du tout. Ah, non, c'est pas un non, riad, non, non? non, c'est un hôtel. Donc, OK, OK. Nous, j'aime pas toi, les riad, vraiment. Toujours est-il que je me souviens d'avoir lu ma tablette, là, les nouvelles du Québec, puis d'avoir pensé fort, de dire, mais ils sont bien peureux, les Québécois. non, Ouais. mais honnêtement, puis ça m'a perturbé parce qu'il y a eu comme un désamour. Donc, je suis revenu, remarque, parce que je suis Québécois, je fais partie de la gang, puis tout le monde a des mauvais côtés, tout ça. Mais j'ai découvert cet élément-là qui m'a étonné et je pense que c'est ça. Et je dis à mes amis souverainistes, bon, vous êtes pour la souveraineté, moi, je n'ai rien contre la souveraineté du Québec, je viens du Saguenay, moi, puis quand on était jeune, on se disait on était conquis par les Anglais, ça semblait évident qu'il fallait devenir indépendant. Quand je suis sorti du Saguenay, je réalisais que c'était pas tout le monde qui était le même au Québec. Les Saguenayens, il y avait une mentalité quand même un peu spéciale. Mais si tu veux, la souveraineté pour vrai, tu peux pas avoir tout dans la mais vie. c'est parce que toi, t'étais plus de Jonquière, hein? Non, moi, je suis de Chicoutimi. OK, donc tu n'étais pas baigné avec Arvida et ces places-là, parce que les gens ont de la misère à comprendre qu'au Saguenay, il y avait un pouvoir anglais qui était très présent à une certaine époque. Là. Arvida, oui, c'est ça. Existait. Les Price, l'Alcan, toutes ces choses-là. Donc, ce réflexe-là était peut-être pas senti dans toutes les régions du Québec, mais au Saguenay, il y avait ce réflexe-là. Ben nous, en fait, moi, ma mère venait de Kenogami. Puis là, on vivait à Chicoutimi, puis c'était snob, Chicoutimi, quand on était jeune. Ma mère n'en revenait pas à dire que j'ai mis au monde des snobs de Chicoutimi. Parce qu'elle était à Kenogami. Puis c'est vrai ce que tu dis, ma mère a été au high school, a fait quelques années au high school, parce qu'à Arvida, à Kenogami, il y avait quand même plus des compagnies. Mais le Saguenay, moi, j'ai toujours trouvé que les gens, peut-être de Chicoutimi, en fait, il y avait comme un côté fier. Quand on était jeune, Chicoutimi, nous autres, c'était comme une métropole mondiale. Là. Il y avait comme une mégalomanie. Puis c'est quand même révélateur qu'il y a beaucoup de gens de Chicoutimi qui sont dans les médias. Ben oui. Il y a un côté ambitieux. Moi, il y a même des gars de Chicoutimi-Nord qui sont des médias. Regarde, oui, je sais que c'est j'étais dans les médias. Mon frère te salue. Moi, mon frère, c'est Sylvain Dufour. Il était photographe au quotidien. Sylvain est un ami à moi. Là. Ouais, c'est ça. Donc, je le salue de ta part. Donc, Sylvain, Jeannot, Jeannot, Roquette, toute cette gang-là, regarde, j'ai passé du temps dans leur bureau, beaucoup. C'est ça. Le message est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais je ne savais pas que c'était ton frère. Ah oui, c'est mauvais. Je l'ai vu hier, en fait. Je suis allé... Donc, on a reparlé de toi. J'ai dit, demain, je vais faire Jeff. Mais juste mon idée sur la souveraineté. Moi, je pense, dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Tu peux pas être dans le confort total, puis la sécurité totale, puis vouloir faire un pays indépendant, parce que c'est très perturbant pour le reste du Canada. Donc, dans ce sens-là, je trouve que les Québécois, c'est ça le paradoxe, on est un peuple conquis. Puis il y a des mauvais côtés qui découlent de ça, qui sont encore là. Mais on est les conquis les plus confortables de la planète. Puis tu veux rester confortable. Les bouts que j'ai vus du livre que Mr. White a lu pour nous expliquer comment que c'était quoi le cœur du livre, puis nous envoyer plusieurs pages. Tu en as parlé rapidement, mais moi, je pense que ce moment-là, c'est un moment important pareil. Puis je sais que tu as toujours été... On te connaît depuis longtemps. Là.
comme beaucoup de Saguenayens, t'es chroniqueur, t'es dans les médias, mais t'es capable de donner ton opinion, puis tu vas pas te mouler à l'ère du temps. Mettons, comme c'est arrivé pendant la COVID. Donc, c'était pas la première fois que tu le faisais. Mais je pense que quand tu racontes l'histoire de ton chum, puis comment c'est arrivé, on dirait que ça t'a probablement... Ben, tu le dis un peu toi-même dans le livre. Tu dis que ça a comme libéré un peu, puis ça t'a comme... Je dis pas on dirait que tu n'as peut-être pas décroché, mais on dirait que tu n'avais plus rien à perdre. Donc, parce que je t'ai entendu avec Dominique Moret saluer ce qu'on a fait à Radio X à ce moment-là où c'était pas drôle, mais il faut que, pour nous autres, à l'inverse, de voir que quelqu'un qui est à Montréal, aimé de la gang, respecté de la gang, ose défier les gens de la presse avec des articles dans la presse et aller à RDI et à Radio-Canada défier le panel qui est unanime. Tu sais, pour nous autres, c'était... Toi, tu nous as donné un peu d'amour, mais je veux dire, pour nous autres, ça a été quelque chose. Donc, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, ben, ce qui est arrivé avec son chum, ça a un lien. Est-ce que je me trompe? Non, c'est sûr que ça a un lien. Puis moi, j'avais l'impression que ce que je disais, c'était bien ordinaire. Je me senti là, que j'étais super courageux. Je n'ai pas vécu du tout comme ça. Puis je tiens à dire qu'au panel, Patrice Roy m'a toujours encouragé. Là. Patrice Roy, je le dis souvent, là, Christian, c'est un gars que je trouve très ouvert. Parce que je sais que c'est pas facile de dealer à travers tout ça, là, mais il est juste. Je le trouve juste. Parce qu'il aurait pu pas te rappeler. Oui, c'est ça. Mais il est venu me dire à un moment donné, quand j'avais commencé son panel, j'avais perdu l'habitude un peu de ce genre de médias-là, des duplex, tu sais, quand tu es dans ta case. Là. Puis là, les premières fois, ça avait été un fiasco. J'étais toujours en train de sortir de la case, là, parce que moi, ça fait longtemps que je fais des... Puis aussi, j'interrompais les autres, puis j'étais très malheureux. Puis là, Santu, il est venu me voir, puis il m'a dit, Christian, faut que tu sois toi-même. Moi, je veux que tu sois toi-même. Puis il m'a donné comme une permission, je n'avais peut-être pas besoin à ce point-là, d'être moi-même. Pour revenir à la mort de mon chum, c'est vrai que mon chum, j'en parle parce que ça a été un traumatisme. Puis aussi, ça a correspondu à un moment où j'étais tellement fier d'un article que j'avais publié dans la presse. Où vraiment, c'est vrai ce que je dis dans le livre. J'étais allé sur le bord de mon ruisseau au chalet, puis je m'étais dit, je sais pas, après... Quoi, tu cours depuis tout le temps, Christian, m'arrête de courir, là. C'est pas bidon ce que tu fais là. Puis 2 heures après, mon chum mourait dans mes bras d'un infarctus. Ça, c'est capoté, ça. Fait que tu te dis, c'est ça la vie ça aussi. Hein? Ouais, c'est la vie. Tu peux pas tout avoir. Puis après, quand j'ai repris le panel, c'est vrai que, je sais pas que je niais la COVID, toutes ces affaires-là, mais j'étais plus détaché. Là. J'ai toujours été indépendant d'esprit, mais... puis aussi, comment je pourrais expliquer ça? Ça m'a étonné, cette espèce d'unanimisme-là, puis ce côté peureux-là. Comme je t'ai expliqué, moi, je suis pas de même. Et là, la question, Christian, c'est que on dirait qu'à quelque part, tu es comme un peu désillusionné. Comment on dit ça, donc? Désillusionné. Excusez-moi. Un désamour. Un désamour. Non, mais l'affaire, c'est que dans notre esprit, OK, le Québec veut s'affranchir. OK? Le Québec veut une certaine indépendance. Le Québec, on est un grand peuple. On dirait que tu as une déception de voir qu'en réalité, on veut s'affranchir, mais on est des peureux. Un peureux ne peut pas s'affranchir. Ben c'est ça. C'est que l'amour est aveugle. Là. Puis là, c'est comme si il y a des choses que je n'avais jamais vues. J'ai trouvé que les Québécois, le peuple dont je fais partie, est beaucoup dans son confort. Puis il y a beaucoup aussi un côté velléitaire. Mais facile dans des sondages de dire je voudrais la souveraineté. Oui. Puis que je voudrais faire ci. Mais dans la réalité, on s'est habitué, je généralise, et puis il y a de multiples exceptions, là, mais un côté très victime, très victimaire. C'est payant au Québec de jouer à victime. Les gens le comprennent vite. Puis quelque part, le paradoxe, c'est un petit paradis à un certain niveau, le Québec. Moi, toutes les fois que je reviens du Maroc, puis j'arrive au Québec, je suis rough. Parce que j'ai tendance à critiquer et dire « Waouh, le monde se plaint, il ne réalise pas à quel point c'est pas parfait, mais la situation des femmes, l'économie, la social-démocratie. Mais en même temps, je dis ça, mais il faut prendre des peuples comme ils sont, comme en amour, il faut aimer quelqu'un comme il est. Bon, je ne crache pas sur le Québec, je me suis remis de la femme, mais je dirais que l'amour-passion est moins là. C'est comme c'est le Québec, puis je sais qu'on a des défauts, mais c'est un peuple. Moi, une chose qui me réconcilie toujours avec le Québec, je veux dire, c'est peut-être trouver ça superficiel. Des fois que je reviens de l'étranger, c'est la gentillesse des gens. Puis dès Dorval, en fait. Puis même les Québécois issus d'immigration, je ne parle pas juste des deux souches. Il y a quelque chose ici qui est unique, une espèce de gentillesse, de côté affable,
qui même quand tu es en colère, tu es en maudit, ça te réconcilie avec le Québec. Ouais. Est-ce que tu... Parce que ce que j'entends et ce que tu dis dans ton livre, c'est que... Écoute, Régent Tremblay, je connais Régent depuis... Quand Régent commençait à faire de la radio, il a commencé à faire de la radio avec moi, j'étais assez fixe au Saguenay. Puis il voulait parler à sa mère et à son père, puis il faisait une chronique à tous les jours avec moi. Si on parle des années 80, 87, 88, 89. Donc ça fait longtemps que je connais Régent. Puis plus que ça, Régent a enseigné avec mon père à Polyvalente Chargravel, donc c'est des vieux chums. Et Régent, je le connais depuis toujours. Bon, depuis quelques années, Régent et moi, vu qu'on est en Floride souvent, on va manger régulièrement ensemble, puis nos blondes sont amies, etc. Donc, et Régent, tu sais, je veux dire, on s'est toujours taquiné parce que moi, il m'appelle le fédéraliste alors que j'en suis pas un. Moi, je suis zéro fédéraliste, mais je suis pas le rêveur du pays. J'avais peur du pays socialiste. Moi. Donc, ça, c'est une histoire avec ma famille puis moi. Là. Mais Régent, il m'a toujours taquiné avec ça. Et quand j'ai vu Régent pendant la COVID, puis il m'en parle encore aujourd'hui, on en parle à chaque lunch. Lui, c'est un nationaliste souverainiste à mort. Et il a fait le même constat que toi. Il m'en parle depuis 2-3 ans. Il a fait le même constat. Il dit, on ne peut pas faire un pays. C'est de l'ouvrage faire un pays. Ça prend des hommes courageux, ça prend des femmes courageuses pour faire un pays parce qu'il y a de nombreux obstacles. On ne peut pas faire ça avec des gens qui ont peur et qui se font guider à TV par un genre de messe à 1 heure. Ça ne peut pas marcher de même. C'est un peu ce que je sens. T'es un souverainiste de longue date, Christian, je ne sais pas si tu l'es encore, mais quand Régent, que tu dois connaître, ça m'a bouleversé un peu. Je me suis dit, comment mon père, s'il était vivant, serait aujourd'hui? Il est en train de... Oui, continue. Je vois un peu, connaissant mon père, je me suis dit, je pense qu'il aurait réagi un peu comme vous autres, parce que quand on avait été attaqué par le CRTC à Choix, mon père, qui est un ancien député du Bloc lors de la première édition du Bloc avec Bouchard, était allé au bureau, il connaissait toute la gang du PQ, puis il était allé au bureau d'Agnès Maltais. Il était rentré, puis il avait dit, OK, je comprends que vous ayez ces choix. Puis, excuse-moi le mauvais mot, mais c'est mon père. Il a dit, mais vous prenez le bord du fédéral, tabarnak. Donc, tu sais, c'était le genre de bonhomme que c'était. Puis là, ben, j'essaie de l'imaginer dans ce qu'on a vécu, puis je pense qu'il y aurait eu la même analyse que toi dans ton livre, puisque tu nous racontes, et que Régent me dit aussi là, quand on mange ensemble. Il est entré en contact avec moi, Régent, durant la pandémie. Il s'est mis à m'envoyer des messages. Parce que c'est vrai qu'il se reconnaissait un peu dans mes interventions. Cela dit, je te corrige, moi, je ne suis pas souverainiste ni fédéraliste. Non. Moi, je me définis moi, je me définis pas par rapport à ça. Okay. Moi, je me définis par rapport au pouvoir québécois. Moi, je suis dans le pouvoir. Là. On est à la même place. Avocat. Bon, puis si tu n'as pas le pouvoir, tu n'es pas capable de jouer le jeu fédéral de façon efficace. Si tu n'as pas de pouvoir, la souveraineté, c'est une chimère. Tu sais, c'est des rêves. Oui. Hein? On voudrait bien être souverain, puis on est frustré. Donc, je ne me définis pas comme ça. Mais c'est vrai que tu ne peux pas vouloir être indépendant si tu valorises la souveraineté de façon absolue ou trop. Parce que il faut que tu prennes des risques si tu veux être indépendant. Il faut que tu sois solide. Je ne dis pas que le Québec ne sera jamais indépendant. Moi, si le Québec est indépendant, je me rallierais tout de suite. Mais il reste que il y a un côté chez les Québécois, actuellement, qui valorise trop la sécurité, puis à ce moment-là, ça me semble être difficilement compatible avec la souveraineté. C'est aussi simple que ça. Puis aussi, il y a un manque d'authenticité, je dirais. Une espèce de fausseté, en fait. C'est que tu te contes des histoires. Je veux dire, c'est parce que ça te fait plaisir, en fait, de rêver. Puis, mais quand c'est le temps... C'est comme, à un moment donné, les gens, sur le dossier du français, là, je vois un tas de gens qui me disent « Ah, l'anglais prend plus de place à Montréal. » C'est vrai que l'anglais prend plus de place. Des fois, c'est même angoissant. À Montréal, dans le centre-ville, l'anglais revient fort. Bon, ils disent « Ah, je n'ai pas pu faire servir en français. » J'étais là à Tim Hortons, puis c'était sur la rue Saint-Denis. Puis, ouais, ben, j'ai dit « T'as-tu demandé? » Non, j'ai rien fait. Puis ensuite, ils chialent. Mais ils ne sont pas capables, au moment où le problème arrive, là, de dire, Calice, je veux avoir quelqu'un qui me parle français. Tu sais. Non, mais c'est québécois, c'est la difficulté. En même temps, j'ai de la sympathie, je les comprends. Je fais partie de la gang, je le sais, là, mais ça m'énerve, en fait. Le comportement des médias en général, ça aussi, je te pose la question, parce qu'on se parle, puis j'ai lu des bouts que tu as écrits dans le livre là-dessus, puis on se rejoint pas mal, mais c'est pour une business qui est en baisse, qui essaie de survivre. Moi, je sais bien que j'ai déjà été patron de quelques bineries médiatiques, puis j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir le pouls des gens qui nous écoutent pour savoir où aller un peu. Oui, on peut avoir on peut avoir une vision, mais en même temps, tu ne peux pas aller à contresens tout le temps. Mais le comportement des médias qui a complètement
éliminé. Je ne sais pas combien il y avait de gens qui étaient soit très convaincus que c'était trop ou un petit peu, ou... c'est-tu 1 million de personnes? C'est-tu 2 millions de personnes? J'ai aucune idée. Mais je dirais peut-être 20-25% des gens qui étaient consternés par tout ce qui arrivait, puis concernés aussi par justement le fait qu'il y avait de plus en plus de règles pour sortir le soir et toutes ces choses-là. Mais les médias les ont complètement ignorés et ils ont complètement ils ont même ouvert le bal aux insultes, à l'étiquetage, à un paquet de choses qui, finalement, pour des gens qui souvent nous font la morale sur la leçon sur comment bien faire, puis comment faire ça avec une certaine étiquette, etc., ils ont tout sacré ça à la poubelle et ils ont vraiment maltraité ces gens-là. Moi, je ne sais pas comment tu te sens face à ces médias-là, qui sont des médias que j'imagine que tu respectes, la presse, les journaux de Québécois, les médias en général. Mais on était complètement seuls, les gens qui étaient debout. Là. Moi, je dois dire qu'après que la pandémie se soit terminée, comme bien des gens, j'ai le goût de passer à autre chose. Tu sais, j'ai comme oublié ça assez vite parce que là c'était tellement déprimant, cette période-là. Et quand j'ai relu le livre et les chroniques que j'ai écrites à l'époque, ça me rappelait à quel point ça avait dérapé. Et ça me rappelait le mépris. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup, là, c'est le mépris à l'égard du monde ordinaire. Puis pas juste les médias, les élites bien pensantes en général, les universitaires qui d'habitude n'ont pas toujours des chartes des droits. Tout le monde s'est couché. J'en revenais pas à quel point tout le monde se couchait. Puis il y avait moi qui ai eu un ralliement autour de François Legault dans ce premier temps, c'était normal. C'était dans la nature des choses. Tout est question de degré. Là. Tout est question... Moi, dans le livre, je le dis, moi, je valorise beaucoup la liberté. Mais je ne suis pas un libertarien. Mais j'ai aucun mépris pour les libertariens. Je suis content qu'ils existent. Mais moi, ce qui est important beaucoup, c'est la modération, la mesure, l'équilibre. Le problème, c'est que ce Québec, si modéré d'habitude, a perdu sa modération dans l'espèce d'unanimisme total et le mépris à l'égard du monde. Et ça a laissé des traces. Voilà. Beaucoup. Parce que moi, il y a juste... Quand Denise Bombardier est décédée il y a 1 an, moi, j'avais fait un post sur ma page Facebook qui était très neutre, où je saluais simplement la femme qui disait ce qu'elle pensait, puis c'était tout un numéro, Denise, elle avait un ego, tout ça. Bon, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu tellement de réactions haineuses à son égard parce que les gens ne lui pardonnaient pas ces dernières années. Parce que ces chroniques des dernières années, c'est vrai que je trouve qu'elle avait dérapé, en fait, ces dernières années. Oh, et là, au point que moi, j'interviens rarement pour annuler là, des commentaires sur ma page Facebook. Mais là, j'en ai annulé parce que là, c'est un hommage à une personne qui vient de mourir. Là, c'est pas le temps. Là, mais je me suis dit, et que ça a laissé des séquelles, la pandémie. Et qu'il y a des gens qui sont encore amers, qui sont encore frustrés parce qu'ils ne se sont pas sentis respectés. Et les médias ont perdu de la crédibilité. Je dirais que les élites aussi ont perdu de la crédibilité dans le processus. Ça a été un révélateur. Pour toutes les sociétés, c'est un révélateur. Dans d'autres sociétés, ça révèle autre chose. Mais ça a tellement été gros, cette pandémie-là, c'est que ça a fait sortir quelque chose qui était là. Puis je suis content qu'on en reparle, parce que moi-même, je relisais ce matin encore des trucs, puis je disais, mon Dieu, qu'on a tendance à passer à autre chose, on parle plus de ça. Mais... Non. Le mépris, c'était profond, là, puis ça a été systématique. Puis on a pensé à un moment donné à taxer les gens qui étaient non vaccinés. À un moment donné, si ça avait été juste du Québec, on n'aurait pas pu sortir. Il y avait un consensus à l'effet qu'on ne sortirait pas. C'est un moment où, pour une fois, j'étais content qu'Ottawa soit là, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'empêche de sortir, là, vraiment, tu as le droit de sortir. Donc, ça a dérapé beaucoup. Et c'est peut-être bon, à présent que la poussière soit retombée, c'est pas parce que je veux brasser de la merde, là, mais je trouve que ça en dit quelque chose sur nous de façon positive. Moi, je suis un gars quand même positif, là, puis je le répète, comme en amour. Je dis ça, moi, je suis ami avec Francine Pelletier, en fait, qui a été très, très... Quand j'ai eu mes gros problèmes de santé, elle a été près de moi, mais on est à des années-lumière sur le plan idéologique. Là. Vraiment, là, des fois, on parle pas trop de ces affaires-là. Puis j'ai dit à un moment donné, Francine, toi, t'aimes pas le Québec en entier. T'es le Québec issu de la Révolution tranquille, progressiste, féministe, modèle. Mais le Québec n'a pas commencé en 1960, là. Avant, c'était pas juste des colons, là. Ouais. Il y a tout du pouvoir accumulé avant, puis un certain conservatisme de bonne loi. Et moi, je trouve que c'est comme dans l'amour. Là, quand tu aimes quelqu'un, là, ce qu'il y a de plus dur, c'est de l'aimer comme il est, ou comme elle est. Hein? Ouais. C'est ça, aimer vraiment quelqu'un. Ben, je trouve que quand tu es dans une société, il faut que tu la prennes en entier, en définitive. OK, là, je ne sais plus ce que je suis rendu, là, mais voyons. Non, mais tantôt, tu disais passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas passer à autre chose. Parce moi, tu sais, Jerry, je ne veux pas te couper, mais parce que Christian dit on a décroché un peu parce qu'on en avait jusque-là, mais moi, je faisais le devoir, puis je voulais pas casser le party parce que je sais que tout le monde est énervé de s'en sortir.
Mais je disais à tout le monde, je me rappelle, on avait une discussion menée avec Yann Sénéchal, Jerry. Puis j'avais dit, Yann, on peut pas. Puis Yann n'était pas d'accord. Puis là, finalement, il s'est rallié à moi plusieurs mois par après parce que on peut pas oublier ça parce que c'est un moment important. Puis tout ce qu'ils nous ont fait vivre, on ne veut plus jamais revivre ça. Là. Non, mais elle a l'histoire. Elle a l'histoire. C'est que tu peux pas passer à d'autres choses quand on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ce qui n'est pas réglé, puis moi, c'est carrément ça que j'ai en arrière de la tête tout le temps, c'est que une loi sanitaire, personne ne le savait, ça. Personne ne savait, parce que quand ils ont mis les lois sanitaires, personne ne l'avait vécu. Même les plus vieux qui avaient 80 ans, ils sont morts, eux autres, ils n'avaient jamais vécu cette époque-là de loi sanitaire avec un dictat gouvernemental. Les clauses là-dedans sont encore écrites quelque part. Demain matin, un gouvernement peut se trouver une patente sanitaire et nous enfermer de nouveau avec la police. Il est là le problème, Christian. Ton livre il est sur la liberté. En ce moment, la liberté, là, on ne l'a pas réellement. C'est ça le caillou dans le soulier. Mais je t'écoute, là. Je comprends ton point, mais moi, je suis plus insouciant que toi, je t'avoue. Je comprends. Dans le plaisir et la joie de vie. J'ai le goût d'oublier un peu, là. Puis de pas trop rester. C'est juste ce que tu dis là, ça a révélé quelque chose. Il faut. Mais en même temps, je vais être un peu superficiel, mais j'ai pas le goût d'être trop amer, être trop là-dedans non plus, là. Parce que la vie continue. Puis, moi, on peut pardonner. Je comprends qu'on peut pardonner à un humain. Mais on ne peut pas pardonner à une loi. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est les gouvernements, les élites, c'est le vrai monde, en fait, qui a été méprisé. Ben oui. Puis que dès qu'il y avait une critique, on disait que c'est des complotistes. Il y a eu beaucoup de mépris. Moi, c'est pour ça que moi, c'est mon reste de jeunes qui se faisaient traiter de tapette. Hein. Moi, j'ai toujours eu de la sympathie pour les gens qui sont un peu à part, qui sont un peu délinquants, qui jouent pas le jeu totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une sympathie pour votre gang, jusqu'à un certain point. Parce que vous autres, vous êtes à part, hein, quelque part, puis vous avez été l'objet de beaucoup de mépris. Puis durant la pandémie, c'est que c'est allé bien trop loin, le mépris. Puis les gens, c'est ça qu'il ne faut pas qu'ils reviennent. Mais c'est tout. Alors, puis cela dit, là, je passe tout haut. Moi, je me dis, en même temps, c'était aux Québécois. Chaque peuple a ses défis. C'est aux Québécois de régler le problème. Là. Je ne veux pas autrement être dans une victimisation, de dire c'est de la faute du méchant gouvernement. C'est de la faute de la gang. C'est de la faute de tous nous autres. Ben, ça, je dis tout le temps. Ça, on est, les gens qu'on met là, c'est nous autres qui met là. Puis on a eu la chance de pénaliser après cette COVID-là, puis on a élu 94 élus du même parti politique, donc ça veut dire que ça n'a plu à la majorité. On est tous... Justement, parlons-en. Vas-y. Ouais, on est tous un peu là-dedans aussi. Là. Si tu as l'identité québécoise, là, tu peux pas dire « moi, je suis totalement différent d'eux autres ». Non. Ça te rejoint un peu à un moment donné. Non, ça c'est important de dire souvent qu'on est dans cette gang-là, on a le même ADN. Là. On est de la même gang. Hey, on revient avec la partie numéro 2 avec Christian Dufour qui a lancé son livre cette semaine. Partie numéro 2 et partie numéro 3 à venir pour les gens du Prime et du Live en ce vendredi sur Radio Pirate. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Hey, de retour sur Radio Pirate pour la deuxième partie de notre discussion en podcast avec Christian Dufour pour le lancement de son livre en ce vendredi week-end. Mais est-ce que... je te pose... On y va plus large un peu. Moi, j'ai vu avec les années... Ce qui est arrivé avec la COVID n'est pas arrivé dans une nuit. OK? Il y a des choses qu'on a perdues graduellement. La liberté... on ne l'a pas perdu le 20 mars. OK? La liberté, moi, j'ai déjà dit, je me rappelle, en 2005. Il y a 2005, je disais, j'avais un micro, il y a pas mal de monde à ce moment-là qui écoutait. Et j'avais dit, je sais que plusieurs se réjouissent en ce moment parce que ça fait leur affaire. OK? Pour toutes sortes de raisons, ça fait leur affaire. Il y a un compétiteur qui risque de fermer, il y a des gens, lui, je ne l'aime pas, il va disparaître, etc., etc., etc. Sauf que ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que en ouvrant cette boîte de Pandore-là, on sera incapable de la refermer. OK? Et on va perdre une chose là, un droit là, on va perdre un droit de... Puis on le voit, ça continue. Là. Le gouvernement fédéral veut
absolument, genre de légiférer tout ce qui se dit sur Internet, même avec des... Ils peuvent même mettre du monde en prison à vie, s'ils veulent. Je pense que ce projet de loi-là n'a aucun sens. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un début à ça. Et beaucoup de gens ont participé. En fait, c'est peut-être les mêmes qui ont ridiculisé le mot liberté. C'est peut-être 20 ans auparavant, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas parti à la COVID, la baisse de comment c'est important d'être libre. Je ne sais pas si tu me suis, Christian, là-dessus. Mais moi, ce que je vous suggérais, oublions le Québec un peu. C'est beaucoup plus large que le Québec. Oui, c'est vrai. C'est que la révolution numérique, là, c'est très liberticide, potentiellement. Pensons juste à la Chine, là, hein, où quand tu as un pouvoir qui est vraiment dictatorial, ils peuvent contrôler tout le monde, n'importe quand, n'importe où. Là. C'est peurant, cette affaire-là. Là. Vraiment. Puis la technologie permet de faire ça. Juste dans nos vies concrètes, là, les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi sur certains de mes thèmes, mais là, je leur disais, il y a au moins un thème avec lequel vous êtes d'accord. Là. De plus en plus, là, concrètement, là, on a affaire à Bell, à Vidéotron, une corporation, pour téléphoner. Vous voulez parler désespérément à quelqu'un. Qui est souvent au Maroc, d'ailleurs, quand c'est Bell. Oui, c'est vrai. Oui, Bon, souvent Maroc. puis ils sont bons quand tu réussis à les rejoindre. Moi, je parle de golf avec eux autres. Il faut que tu passes par où le système a décidé que tu passerais. Hein? Que tu payes sur le bon bouton, que tu donnes le bon mot de passe, le bon code. Puis si tu te trompes le moindrement, tu es tout seul face à la machine. C'est vraiment les systèmes qu'on a créés, qui au départ étaient à notre service. Là, maintenant, on est au service des systèmes. Ça, c'est structurant, c'est profond, c'est partout sur la planète. Et même les jeunes qui peuvent être très à l'aise avec l'informatique voient certains inconvénients. L'isolement qui résulte de ça, qui est pas... Moi, juste un exemple. Depuis 6 mois, j'ai pris la décision, les trucs médiatiques, je me déplace tout le temps. Moi, je fais des trucs au 98.5 là, avec Nathalie Normando. Même si elle est à Québec, je me rends à Place Bonaventure, je vais voir la réceptionniste, je vais voir les recherchistes, je vais voir du monde. Le panel de Patrice Sawa, c'est ce que je fais. À part Michel David, plus personne ne se déplace. Toute la distance. Depuis la pandémie, là, plus personne ne se déplace. Moi, je trouve qu'il y a des tendances lourdes dans le monde, là, oublions le Québec, là, qui font que la liberté, que moi j'ai connue, moi j'ai été 4 étés de fil en Californie en 76 et 80. J'ose pas vous dire ce qu'on a fait. Hein, parce que c'était quelque chose, la Californie, dans ces années-là. C'est un monde qui est fini, ça. Oui. Tu sais, je veux dire, déjà, la liberté est beaucoup Est-ce que tu es nostalgique de cette époque-là? Ben, moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique à la base, mais j'ai été élevé, j'étais un peu plus jeune que toi, j'ai été élevé dans les années 70, surtout 80, donc je suis un 84 pour mon secondaire, puis par après, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 87 à CGMT. Mais je me trouve vraiment chanceux d'avoir été dans cette époque-là où je trouve que c'était une époque très libre, où le gouvernement n'était pas dans nos vies de tous les jours, même nos parents n'étaient pas tellement là, plus qu'il faut, parce qu'il y avait comme une libéralisation par rapport à ce que c'était avant avec l'Église et tout. Donc, on a comme eu un 20-25 ans, une fenêtre de liberté extraordinaire. Est-ce que mon constat est bon? Puis 2, est-ce que tu es nostalgique de ça un peu? Ton constat est bon. Je te dis merci de dire que je suis un petit peu plus vieux que toi, mais je suis substantiellement plus vieux que toi. J'ai aucune idée de ton âge que ça. C'est ça. Mais comme j'ai dit l'autre fois, je suis comme Ariel Dombal. J'ai fait un saut quand j'ai vu ton âge. Ariel Dombal, la comédienne française. Je dis pas trop mon âge, j'ai peur d'avoir moins de propositions dans l'avenir. Non, plus ça. mais plus sérieusement, moi là-dessus, j'ai une nostalgie. Non, parce que je l'ai vécu, mais j'ai vécu une parenthèse enchantée. Les gens de mon âge, de 74 ans, là, on a hérité de ce que les gens d'avant la Révolution tranquille avaient fait. Hein? Oui. Bon, ils nous ont donné beaucoup de choses. Moi, j'ai fait mon cours classique, je suis allé au séminaire. Puis on a pu balancer ça par-dessus bord, mais on nous l'avait donné. Puis on a vécu une période avant le sida, avant le stress. Donc, mes 4 étés en Californie entre 76 et 80, c'est merveilleux d'avoir vécu ça. Donc, je l'ai vécu, je suis très, très content. Moi, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut vivre ça. De toute façon, un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementations pour nous protéger, le gouvernement. Dans ça, Joanne Marcotte, là, quand elle avait sorti son livre, Le gouvernement maman, là, je ne sais pas pourquoi. Bon, il reste que son intuition était très, très juste. Parce que quelque part, là, il faut toujours nous protéger, puis c'est pour notre bien, puis des règlements, puis des limitations. Moi, je ne veux rien savoir de ça. Là. Je veux dire, à un moment, qui nous laisse tranquille, là, qui nous laisse vivre. Mais on voit que c'est une tendance lourde, plus au Québec. Là. Moi, au Québec, ce que j'ai trouvé spécifique, c'est sur le plan idéologique, au niveau des valeurs. Ça m'a choqué qu'on méprise la liberté. Mais plus largement, je pense que c'est un vrai problème. Poser la question que je me pose des fois, est-ce que la liberté
elle est associée quand même aux démocraties libérales, à la domination de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 200-300 ans. Hein? Bon. Puis là, ça, c'est en régression. C'est assez évident que c'est en régression. Notre monde est en régression, là. Tu as la montée vraiment de la Chine, de l'Inde. Oui. Bon, puis Poutine n'est pas tout à fait mort, hein, on le sent ces temps-ci, etc. Bien, est-ce que ça a été dans l'histoire, des fois je me pose cette question-là, une parenthèse, puis que la liberté telle qu'on l'a connue n'a pas tant d'avenir que ça? Ou est-ce que chez les Asiatiques, entre autres? Est-ce que les Asiatiques croient en la liberté? Moi, c'est des questions que je me pose beaucoup. Mais ouais. tu dis ça, effectivement, même nous, tu sais, je me rappelle avoir entendu je pense que c'est une chanteuse ou une humoriste, vous me reprendrez là, si je me trompe entre les deux, là, mais Guylaine quelque chose, je pense que c'est une chanteuse country. Et elle avait dit, puis tout le monde a frappé sur elle, sauf que je pense qu'elle exprimait des choses que beaucoup de monde avait peur de dire. Et elle a dit, pendant la COVID, elle dit, ben moi, j'aime ça en ce moment. J'aime que le gouvernement me guide et me dise quoi faire précisément. C'est Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay. Puis, tout le monde l'a ridiculisé. Puis c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dit là? Sauf que dans le fond, elle a eu juste le courage de le dire, je pense. Je dis pas que c'est la majorité, mais probablement que beaucoup de monde avait ce feeling-là. Hey, wow, je suis guidé, pas trop de stress, on est en pyjama, l'argent rentre dans un compte de manière numérique. C'est extraordinaire. Mais c'est très important ce que tu dis là, c'est très juste quelque part. Je sais, moi, j'avais travaillé à un moment donné, quand j'étais à l'ENAP, sur les réformes Thatcher, les réformes de l'administration publique par Thatcher à l'époque, Margaret Thatcher. Puis les réformes étaient beaucoup basées sur le fait qu'il fallait responsabiliser les fonctionnaires. Hein? Vraiment, il fallait rendre des comptes, puis il fallait avoir plus d'autonomie, tout ça. Puis à un moment donné, il y avait des psychologues qui avaient dit, c'est pas tout le monde, en fait, qui veut être responsabilisé, puis qui veut rendre des comptes. C'est qu'il y a une partie importante des gens qui aiment ça être soumis. C'est-à-dire qu'ils sont plus dociles. Oui. Et ça fait partie de l'équation, ça. C'est pas du mauvais monde, là, mais il y a une espèce d'idéalisme, à un moment donné, qu'on se dit, chaque individu veut être responsable de son destin, prendre ses décisions, tout ça. Mais dans la réalité, il y a des gens, puis je peux comprendre, à un moment donné, qui se disent, bon, moi, OK, c'est correct que les autres décident. Pour Québec, durant la pandémie, au fond, c'était sécurisant. Moi, c'était quand même fascinant de voir les conférences de presse quotidiennes de François Legault avec son vicaire Arruda. Oui. Tout le monde. Parce que moi, je crois vraiment beaucoup. Je pense que j'ai été un des premiers à comparer à ce moment-là Legault à Duplessis, qui pour moi n'est pas juste négatif. D'ailleurs, je le défends jusqu'à un certain point Duplessis. C'est comme s'il y a un Québec canadien-français d'avant la Révolution tranquille qui est encore là, en dessous, qui a réémergé durant la pandémie. Et ça, c'est fascinant parce que c'est tellement un gros stress pour notre société qu'on est allé chercher dans notre passé. Puis moi, je crois beaucoup à ça, moi, que sous leurs allures modernes, homogénéisées, toutes les sociétés sont liées à leur passé. Les États-Unis, les premiers puritains qui sont arrivés, à la France. Ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, puis Legault, c'est un conservateur à un certain niveau. Puis c'était comme la messe. C'est sûr que les conférences de presse quotidiennes, c'était comme la messe du dimanche. Ça ressemblait, c'était fascinant, en fait. Non, oui, il faisait Monsieur Curé, là. Le Monsieur Curé qu'on a connu jeune. Non, les gens me disaient, t'écoutes pas ça. Ben là, après, j'écouterais ça, je suis au courant. Non, mais c'était comme un rite. Oh oui, c'était comme un show. Il y avait un show. Moi, je me souviens, moi, je sais quand j'étais très jeune, puis que tout le monde allait à la messe le dimanche, là, il fallait que tu ailles, hein, vraiment. Oui, c'est spécial, hein. Mais en tout cas, je sais qu'avec la liberté, l'autonomie, puis l'individualisme, il y a une responsabilité qui va avec ça. Puis je sais que, je comprends que c'est pas tout le monde qui a ça en dedans d'eux ou qui se disent, bon, ben écoute, moi j'aime être... Puis peut-être que c'est notre destin un peu comme société. Parce que moi, je t'ai entendu dire, puis merci, parce que moi, j'ai toujours été étiqueté de droite. Même qu'il y avait souvent, je me rappelle, il y avait une patinoire à un moment donné, puis je m'étais ramassé vraiment tout seul en avant du but. Il y avait plein de monde sur la patinoire. Puis je pense que c'est TVA qui avait fait ça, puis il m'avait mis tout seul, complètement à droite, seul devant le goaler. Puis moi, j'arrête pas de dire souvent aux pirates, les pirates le savent, c'est que moi, je pense pas d'avoir d'étiquette. Mais moi, mon étiquette que j'ai, c'est plus de gouvernement ou moins de gouvernement. Que vous avez appelé ça droite, gauche, peu importe c'est quoi le terme que vous voulez utiliser, ça m'importe peu. Mais moi, je ne veux pas de gouvernement. J'ai aimé les années où le gouvernement n'était pas trop présent. Je ne suis pas très social-démocrate. Par contre, je veux que mes impôts, j'ai aucun problème à payer de l'impôt, mais je veux que mes impôts ne servent pas à créer un monstre gouvernemental. Je veux que mon argent aide des gens qui sont
des familles qui ont un autiste dans la maison, qui veulent avoir une fin de semaine pour eux, puis qu'il y a une place pour aller les mener. Je veux que les personnes âgées soient bien, je veux que les personnes pauvres soient aidées, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment de droite? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment... je ne sais pas ce que c'est, mais moi, j'ai aucun problème à payer une tonne d'impôts et à aider beaucoup de monde. Mais là, j'ai l'impression que je paye une tonne d'impôts pour payer un gros gouvernement. Mais ce que je vois, c'est que on n'est pas nombreux à ne pas vouloir de gros gouvernements. C'est ça que je vois. Ben, il y a des gens pour qui ça fait leur affaire, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver que c'est trop. C'est exagéré, là. Oui. C'est inquiétant, là. C'est qu'il y a vraiment une tendance sourde à l'effet que le gouvernement se mêle de tout. Dès qu'il y a un problème, il faut que le gouvernement intervienne. Puis au Québec en particulier, parce qu'au Québec, on aime les victimes, hein? On est bien émotifs. Puis des cas malheureux, il y en a tout le temps. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider? Tous les jours, il y en a. Pour faire ces choses-là. L'autre jour, je participais à une émission de radio, puis il y a quelqu'un qui a appelé, puis il a dit, écoutez, ça va tellement mal au Québec, c'est rendu qu'il y a des gens qui font 80 000 pièces par année qui vont dans une banque alimentaire. Donc, moi, j'ai dit, ben là, je veux dire, je comprends que des fois, peut-être qu'ils gèrent mal leur argent, là, mais ils ne me feront pas pleurer, ces gens qui font 80 000 pièces par année, qui vont dans des banques alimentaires. Là, mais lui, il pleurait là-dessus. Donc, tu défends la liberté, mais tu es sur la défensive là-dessus, parce que le système ne va pas dans ce sens-là. Et tu parlais de droite-gauche. Moi, je dois dire que je trouve que moi, je me suis jamais identifié comme droite. Je trouve que c'est des concepts plus européens que nord-américains ou québécois, en tout cas. Moi, ce qui m'allume, c'est l'interaction entre le conservatisme, d'une part, et le progressisme, d'autre part. Parce que je trouve que toute société a besoin des deux. Moi, je fais toujours l'analogie là, de la l'auto. voiture. Bon, c'est parce que je trouve le progressisme, c'est la pédale à gaz, c'est la pédale à essence parce qu'il faut bouger. Mais qui voudrait conduire une auto qui n'a pas de frein? Le frein, c'est un conservatisme. Mais Christian, tu as l'impression que ça a changé? On a l'impression que c'est les progressistes qui ont le pied sur le break et que c'est les conservateurs qui veulent peser sur le gaz. As-tu ce feeling-là? Bon, je ne sais pas, parce que le Québec, en même temps, c'est que le Québec issu de la Révolution tranquille se veut progressiste. C'est progressiste. Le conservatisme, la droite, c'est mauvais. D'ailleurs, on a complètement nié ce qu'il y avait avant 1960. Ça me choque beaucoup, alors que je trouve qu'une société a besoin des deux. Moi, je suis un conservateur à certains égards. C'est clair britannique, même, dans ma tête. Est-ce que tu trouves que Duplessis a été mal décrit pour l'histoire? Parce qu'il y a plusieurs qui trouvent ça. Ben oui, il a été trop démonisé. Là. C'est que Duplessis, il y a quand même... En 1960, là, le Québec était quand même industrialisé pour l'essentiel. OK? Il était urbanisé pour l'essentiel. On n'avait pas de dette. Puis Duplessis, il s'est battu pour le pouvoir de percevoir nos impôts. Fait que je ne veux pas dévaloriser les artisans de la Révolution tranquille qui ont été admirables à leur égard, mais ça facilitait pas mal la job. Quand il fallait que tu modernises la société, il y avait un côté archaïque en 1960, mais la base était là. C'était pas le Moyen-Âge avant 1960. Sauf que le problème, c'est que les dernières années du Duplessis ont été pénibles. On a gardé juste ce souvenir-là. Mais ce qui est terrible, c'est que les 120 ans, les 120 ou 130 ans après l'échec de la rébellion des Patriotes là, entre 1840 et 1960, c'était pas juste une bande de colons, là. Je veux dire, je trouve qu'il y avait beaucoup d'énergie accumulée, il y avait beaucoup de côtés valeureux, puis on est les héritiers de ces gens-là, et ça a affaibli beaucoup le Québec. Moi, je prétends, parce que dans mon livre, il y a une section où je parle de la question nationale, puis je dis pourquoi le Québec a échoué, pourquoi ça n'a pas marché, en fait, notre grand mouvement collectif, puis ça a empiré la situation, parce que notre rapport avec le reste du Canada est pathétique. Ils nous méprisent. Puis ils veulent notre pôle, le reste du Canada. Il ne faut pas être lucide là-dessus. Là. Ils ne sont pas neutres à l'égard du Québec. Comme si le Québec, ils sont ouverts à toutes les diversités de la galaxie, sauf le Québec. Hein, le Québec, là, ça a l'idéal. Mais des fois, ça n'aide pas. Tu sais, l'histoire, là, cette semaine, il nous frappe dessus sur l'histoire des magasins, là, où ça va être écrit « magasin plus gros que la bâtisse » pour essayer de cacher le terme anglais « Canadian Tower ». Puis après ça, on se dit « Hey, ils sont pas fins, ils font du Québec bashing ». Ouais, mais justement, allons-y pour qu'ils nous admirent au lieu de rire de nous autres. Des fois, on court un peu après ce genre de jugement-là, là, je sais pas. Mais moi, je m'en fous qu'ils nous admirent. Moi, je trouve que les Québécois, là, un des gros problèmes du Québec, c'est qu'on a perdu du pouvoir qu'on a compensé par une obsession pour l'image. On est bien, bien, bien sensible sur notre image de Québécois. Puis le regard de l'anglais sur nous, on est bien... Moi, dans le défi québécois, mon premier livre, j'avais une section là-dessus. Je trouve qu'elle a bien vieilli, ça. C'est parce que ça, c'est lié à la conquête. On a perdu du pouvoir, on sauve la face. On sauve les Anglais, c'est sûr. Moi, je ne leur demande pas de nous aimer, les Anglais, mais je trouve qu'il y a un côté vicieux à un moment donné qui ne marche pas. Puis pour revenir à mon point, moi, je prétends... Pourquoi ça n'a pas marché, l'aventure souverainiste? Là, c'est que les élites issues de la Révolution tranquille, ils ont trop décollé
du Québec canadien-français d'avant. Ils ont trop renié le Québec canadien-français d'avant. Le vrai monde, là, les vrais Québécois là, des années 60, je m'en souviens, moi j'ai l'âge, je m'en souviens d'Expo 67, tout ça. C'était pas la souveraineté que le monde voulait. C'était une affirmation du Québec. Puis le Québec était fort. On a oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié. Le Québec était vraiment fort à l'époque, moderne. Montréal, c'était très fort. Non, avec Expo 67, vous n'avez pas connu ça, mais moi bon, et tout ça. Donc, mais cette énergie-là, le problème, c'est qu'elle a été trop confisquée par des élites qui sont mis à triper souveraineté. Et le Québec réel, le monde réel dans la rue était resté plus canadien qu'il pensait. Puis ça faisait que l'aventure ne peut pas marcher. Ouais. Moi, je suis convaincu que c'est pour ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis ça, c'est français. Les sociétés françaises sont de même. La France aussi est de même. Quand ils ont fait la Révolution française, là, ils ont fait comme si la France avait commencé en 1789. Qu'il n'y avait pas eu Louis XIV, qu'il n'y avait pas eu toutes les lois, puis ça les affaiblit. Donc, moi, je prétends que le Québec, on s'est considérablement affaibli en reniant tout ce qu'il y avait en 1960. Puis là, aujourd'hui, pour prendre ton point, peut-être qu'il y a un conservatisme qui revient par la bande. OK. Mais, puis mon livre, je suis content parce que moi, je peux contribuer à réhabiliter une forme de conservatisme qui est nécessaire. Un conservatisme de bonne loi, parce que sinon, j'ai participé l'autre jour à une émission à Radio-Canada et un des intervenants, là, qui lui était de bonne foi, à un moment donné, il me dit, mais est-ce que tu veux dire, Christian, qu'on peut être trop ouvert? Ben, je dis, bien sûr qu'on peut être trop ouvert. Faut qu'il y ait des limites. Je sais pas ce que tu comprends. C'est qu'à un moment donné, c'est beau le progressisme, faut que tu aies des freins. Sinon, tu es comme une poule pas de tête. Ben, je trouverais que le Québec moderne, parfois, le progressisme, à un moment donné, c'est comme une poule pas de tête. Là. On le voit dans la théorie du genre. C'est qu'ils n'ont pas de limite. C'est jamais assez, puis il en faut plus, puis plus, puis plus. Non, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Mais quand tu vas dans les panels, parce que ce qu'on a vécu pendant la COVID, on est un peu. On le revit quasiment. On dit. On veut passer à autre chose, mais dans le fond, cette attitude-là, surtout des bien-pensants et des médias, on la voit sur d'autres sujets. On la voit sur eux autres, leur penchant unanime sur les changements climatiques. Okay? Ensuite, sur la place, justement, de la gauche versus la droite, même si on appelle ça conservatisme versus libéral. On va juste la tenir ici au Canada avec Poilievre. J'ai pas encore, en tout cas, à moins que j'écoute pas tout le temps, mais de ce que j'ai pu voir, j'ai pas entendu encore personne dire des bons mots sur Poilievre, sur différents panels. Que ce soit La Joute, que ce soit Radio-Canada, c'est malgré un 7, 8 ans, 9 ans de misère pour Trudeau, je sens encore beaucoup d'empathie pour Trudeau et de sympathie, puis beaucoup de blocs. Mais encore rien sur. Là, quand on entend parler de Poilievre, il est rendu à 43-44 des sondages. Il doit au moins faire quelque chose de pas pire. Il monte partout. Mais aux yeux de ces gens-là, c'est un je disais la bombe cette semaine dans la presse. C'est un gars épivardé, il est pas fin, il fait des gaffes, oui, mais c'est parce qu'il mène par 20 points. Puis même, c'est drôle, peut-être que je me trompe, mais juste avant l'entrevue, il me semble que j'ai vu là, sur ma tablette un nouveau sondage où le Parti conservateur au Québec serait plus fort que le Bloc et que les libéraux pour la première fois. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Donc, si c'est vrai, un sondage hier. Il y en a un autre aujourd'hui qui nous montre que c'est revenu à peu près au chiffre. Ça dépend des sondages, mais c'est sûr qu'il y a une tendance. Okay? Mais tu vois qu'il y a un gros décrochage entre le peuple et les élites dans ce dossier-là. Puis ça confirme que le Québec issu de la Révolution tranquille se veut encore essentiellement progressiste. Dire que tu es de droite, c'est le baiser de la mort, quelque part. C'est très mauvais. C'est très mal vu. Puis jusqu'à présent, les Québécois avaient la police d'assurance du Bloc à Ottawa. Même si tu n'es plus capable de voir Justin Trudeau en peinture, puis il y a bien du monde qui sont de même, là, qui sont plus capables, tu peux toujours voter pour le Bloc. Alors que Poilievre, c'est comme un Trump. Hein, ils vont dire, c'est le mini-Trump quelque part. Donc, au Québec, c'est difficile. Mais moi, j'ai fait le test de 3 semaines quand Danielle Smith, la méchante première ministre de droite de l'Alberta, que je la décrivais comme ça au panel, quand elle a fait ses déclarations sur la théorie du genre, quand elle a dit les 3 choses, là, que les mineurs ne devraient pas subir des opérations irrémédiables pour changer de sexe, puis que pour les changements de nom, les enfants en bas de 16 ans, il faut que les parents soient avertis, tout ça. Puis en plus, on ne devrait pas permettre aux transgenres de compétitionner contre des femmes dans des compétitions physiques parce qu'elles ont un avantage physique qu'elles vont toujours garder. J'ai fait mon petit sondage autour de moi, puis c'était tout du monde de gauche. Ils m'ont tous dit, ouais, à raison. Oui. Mais c'est gênant parce que c'est Danielle Smith qui le dit. Oui. Ouais. Puis, donc, c'est parce que pas un débat gauche-droite, ça, c'est un débat de bon sens. Hein? C'est un dérapage. Mais parce qu'on est au Québec, les gens ont beaucoup de difficultés à le dire. Ça dépend qui le dit.
C'est ça l'histoire. Donc, vu que c'est Mme Smith qui le dit... Exactement. Mais frappant, mais ça m'a beaucoup frappé. Tout le monde me dit, mais oui, ça a raison. Mais oui. Il y a un côté couillon là-dedans, en fait. C'est comme si, en fait, tu n'oses pas le dire parce qu'elle est à droite. Donc, dans ce sens-là, même s'il y a des gens à droite au Québec, il y a des gens conservateurs, votre gang, vous êtes là-dedans, mais l'espèce, la culture dominante, là, c'est-à-dire que, tu comprends, la bien-pensant est à gauche, là. C'est évident, là. Dans ça, on est encore dans la Révolution tranquille. Et moi, je me répète, ça affaiblit le Québec, ça. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Moi, j'ai animé une de mes fiertés, ça fait longtemps, il y a 40 ans, la première émission de radio gay en français dans le monde. Fait que c'était assez progressiste. À l'époque, c'était moins à la mode. Hein? Puis je joue même pas au héros parce qu'il n'y a pas eu de réaction négative. On tripait, c'était avant le mariage gay, avant le sida, tout ça. Mais j'ai des comtés conservateurs. J'ai défendu le mode de scrutin britannique. On a gagné, je suis tellement content. Donc, il faut les deux dans une société. Et dans ce sens-là, il y a un déséquilibre au Québec. Puis votre gang, moi, une chose que j'ai regretté, je dis votre gang. Là, parce que moi, je suis à Québec, puis je tripe sur Québec. J'ai vécu 25 ans ici. Puis il y a quand même le phénomène de la radio populaire au sens large. Toi, t'en fais partie, Jeff, puis t'es co-animateur, Radio X, tout ça. Moi, j'ai toujours regretté que vous soyez resté marginalisé à ce point-là. Ça, c'est un de mes regrets. J'aurais aimé ça que vous rayonniez plus. Puis on en parlait avant l'émission. Il y a eu un moment, puis je ne veux pas entrer trop dans les querelles de personnalité, mais à LCN, Richard Martineau avait une émission qui s'appelait Franchement Martineau le midi, à la télévision, qui était très écoutée. Puis il y avait eu un effort à ce moment-là d'intégrer du monde comme Jérôme Landry, Dominique Moret, ils les invitaient. Puis moi, à l'époque, j'étais content parce que je me disais, on va les voir à Montréal. Bon, puis pour des raisons là, sur lesquelles je ne veux pas élaborer, cette tentative-là n'a pas marché. Donc, vous êtes resté ici, vous êtes dynamique, vigoureux, mais vous êtes plus à Québec, vous comprenez? Et quand il y a eu la pandémie, je l'ai regretté, ça. Moi. Parce que les médias mainstream, c'était plus facile pour eux de vous diaboliser. Oui. Aidé par les politiciens, il faut dire aussi. Tu sais, tu avais le premier ministre, moi, j'entendais mon nom à l'Assemblée nationale. Le premier ministre me nommait à l'Assemblée nationale, c'est quand même spécial. Je suis quand même juste un tireur de roche de Chicoutimi-Nord qui essayait juste de défendre Chicoutimi-Nord, ça me rappelle les souvenirs Chicoutimi-Nord. Tu sais pas, quand j'étais jeune, nous, on était les snobs de Chicoutimi, puis tu m'as dit que Chicoutimi-Nord, c'est toute l'histoire du Saguenay. On se faisait un devoir au hockey de vouloir sacrer une volée au Saguenay, parce que c'était... D'abord, c'était une question pour les filles, parce qu'on voulait avoir des filles de Chicoutimi pareil. De temps en temps, donc il fallait absolument, c'était une question d'honneur. Des beaux souvenirs. Ça a toujours été, les étiquettes ont été très fortes. Je vais leur donner, tu sais, quand on dit que on dit que les médias, leur influence diminue. C'est vrai pour certains groupes d'âge, les groupes plus jeunes, c'est fini. Mais pour les X et pour les boomers, qui sont encore très vivants, c'est encore important. Et ils ont une bonne technique d'étiqueter. Ils l'ont fait avec le monde, ils l'ont fait avec le monde ordinaire, le monde normal, pendant la COVID. Nous, on avait été victimes de ça, les autres qui osent se mettre sur une tribune puis être différents un peu. Mais je trouve qu'ils sont efficaces. Je trouve que... Puis moi, j'ai toujours dit à des gens, si tu veux faire quelque chose qui ressemble à tout ce que nous, on fait, faut pas que tu laisses l'adversaire te définir. Ça, j'ai toujours utilisé cette phrase-là. Sauf que c'est très dur. C'est dur à dire. C'est facile à dire, puis de rêver à ça, puis de dire, regarde là, on va se protéger, puis on ne laissera pas les autres nous définir. Mais dans la vie de tous les jours, ils ont une technique, ils ont une manière de faire, et c'est quasiment impossible de garder le contrôle de ton image. Ils sont vraiment bons là-dessus, là. C'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, c'est votre job. Si tu permets là, de vous confronter un peu. Là. Je veux dire, vous en êtes sûrement en partie responsable. Je veux dire, je m'excuse de le dire aussi franchement, mais vous êtes ici, vous êtes dynamique, tout ça, mais quelque part, ça se joue à deux. Mais c'est vrai que vous luttez contre un système qui est fort contre vous autres. Parce que moi, je suis arrivé avant l'entrevue, puis je placotais, puis je m'informais. En fait, sur la radio X, sur ta radio à toi, Jeff, sur combien de temps. Puis j'ai découvert un tas de choses que j'ignorais. Parce que j'avais moi-même, même si je les ai méprisés d'aucune façon, là, c'est pas ma tasse de thé, puis je faisais ça. Mais je réalise que j'avais une vision un peu caricaturale de vous autres. Oui. C'est pas normal, en fait. OK, ben voilà pour la partie numéro 2 avec Christian Dufour, le lancement de son livre qui a été fait mercredi. Vous êtes sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. La troisième dernière partie. Après ce petit break-là sur Radio Pirate. Jeff Fillion. RadioPirate.com.
OK, on retourne pour une dernière partie avec Christian Dufour qui lance son livre, qui a lancé dans les dernières heures, derniers jours, son livre sur la liberté qui va vous plaire. On a eu la chance de lui jaser de plus d'une heure sur Radio Pirate et voici la dernière partie pour le Prime et pour les gens du live. Mais ce qui est dur ici, ceux qui écoutent un peu les télés françaises, en fait, c'est notre langue, là. On n'est pas très français, on est plus nord-américain que français, mais on parle français. Mais quand on regarde les panels en France, ben, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'ils vont mettre du monde avec plein d'opinions ensemble. Il va y avoir des débats. Ici, on n'est pas capable. Toi, tu es capable d'aller parler à Radio-Canada. Tu es capable d'aller parler sur certaines tribunes. Mais tu es très chanceux. Nous, on essaie d'avoir justement des ténors, je veux dire, du monde qui sont à l'opposé de nous autres, qu'on veut jaser. On n'est pas capable d'en avoir un. Impossible. Ils ne veulent pas parler. Ils veulent pas argumenter. Ils veulent pas. C'est ce bout-là que je ne comprends pas. Si tu dis, OK, oui, pour Radio Pirate, OK, oui, ça m'intéresse. Ouais. Avec qui que je vais être, tu sais, vous allez parler à Jeff Fillion. Oh non, on ne veut pas. Oui, ben c'est ça, c'est l'envers. Mais ça, c'est un problème majeur qu'on a, là. Et on est très ouvert, on veut recevoir des gens, puis on est incapable. En tout cas, moi, je suis content d'être là, puis c'était bien important d'être ici. Moi, je tiens à le dire. Là. C'est l'envers de ta célébrité, mon cher Jeff. Parce que Jeff, écoute, t'es une icône, t'es un iconoclaste. non, mais en même temps, il y a comme un côté où ça peut se retourner contre toi aussi. Tu comprends? Ouais. C'est que ça joue dans... Mais le point le point de Jerry est bon. C'est que... Moi, je cherche le pourquoi. T'as réussi, puis bravo à toi, t'as réussi à être capable d'aller... Tu sais, tu l'as fait beaucoup à Radio X, tu l'as fait au 98.5, tu le fais à Radio-Canada, tu le fais dans la presse, tu le fais partout, tu le fais depuis toujours, depuis qu'on est tout jeune, qu'on te lit puis qu'on t'entend. Mais tu as réussi ça. Donc, ça veut dire peut-être que c'est faisable, mais tout dépendamment comment on dose la patente, de ce que je comprends. Si Patrice Roy vient te voir en privé, il te dit, Christian, sois toi-même. C'est tout à fait extraordinaire. Moi, j'aimerais ça, recevoir quelqu'un peut-être de Québec solidaire ici, puis hors d'onde lui dire, regarde, prends la place, là, puis sois toi-même. Là. C'est-à-dire, on jase, là. On a besoin de jaser. C'est pas de nous faire plaisir. Non, sois toi-même. On rêve de ça, nous autres. Ouais, moi, c'est un beau cadeau qu'il m'avait fait, Patrice, de me dire ça. Puis parce que je le dis parce que souvent, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « Ah, on t'aime pas, puis ça doit être dur pour toi, puis etc. » Même, je dirais, jusqu'à un certain point, quand tu es plus seul de ta gang, ça peut être même valorisant. Tu comprends-tu? Si tu es un parmi 50 autres, là, tu te fonds dans le groupe, etc. Non, je comprends très bien votre problème, mais moi, ce que je prétends, c'est que on a critiqué le Québec tantôt, mais le Québec a des qualités aussi. Je trouve que c'est pas une société qui est totalement fermée, qui est fanatique. Je trouve qu'aussi, il y a une responsabilité de s'affirmer et se tenir debout. Puis chacun le fait à sa façon, puis de faire des efforts. Mais c'est tentant de s'enfermer dans son petit monde. C'est plus confortable, on est pareil. Mais oui. moi, je trouve, ce qui me frappe souvent, c'est que quand tu t'affirmes, tu as l'impression que ça va avoir des conséquences bien dramatiques et ça marche souvent. Mais je ne veux pas donner de conseils aux autres. Je vois la situation. Ce que j'espère, c'est que mon livre va contribuer à sa petite façon à changer ça parce qu'on est mûr pour autre chose. Puis dans ce sens-là, la pandémie, il faut y revenir, non pas pour être amer. Moi, c'est important, ça. Moi, je ne suis pas dans l'amertume. Puis bon, chaque société a ses mauvais côtés, puis on a vécu ça. Mais pour tirer les leçons de ça. Pas aussi, les souverainistes. Moi, je confronte les souverainistes là-dessus. Je dis, ben là, c'est bien beau, là, mais avec ce genre de société, vous ne la réaliserez pas, votre souveraineté. Arrêtez de vous conter des histoires. Fait qu'essayez de changer ça, essayez de faire en sorte que le côté victime soit moins présent, puis il y a moins de rêves, puis tu sois plus dans le réel, dans le pouvoir. Vous autres, votre force, c'est ça. Vous êtes dans le réel, mais vous êtes un peu... vous n'êtes pas suffisamment intégré, autrement dit. Tu parles d'intégrrer à la gang. Ben, je dirais au discours mainstream. C'est-à-dire que je trop diabolisé. Ce qu'on va dire, c'est que, autrement dit, quand on diabolise, là, on n'écoute plus. Les étiquettes. Une étiquette, là, quand tu as mis une étiquette sur quelqu'un, c'est bien sécurisant, hein, parce que tu n'as pas besoin de discuter de ce dont la personne est porteuse. Elle est à l'extrême droite. En France, tantôt, d'ailleurs, je trouvais que tu idéalisais peut-être un peu la phrase, pour être franc, parce que c'est la façon dont l'extrême droite, en France, quand on dit en France extrême droite, là,
Le discours est fini. Tu comprends-tu? Oui, c'est terminé. De la méchante extrême droite. Quelqu'un comme M. Bock-Côté, là, qui a un gros succès en France. Ils vont fort un peu là, sur l'extrême droite pour MBC. Là. C'est un peu fort. Non, remarque, jusqu'à présent, M. Bock-Côté, sa chance, c'est que c'est pas un Français. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y avait un statut un peu particulier. Tu comprends-tu? Parce qu'il y a un regard extérieur. Moi, je salue son succès en France parce que les gens ne le réalisent pas. Mais il y a un énorme... Puis il n'y a pas juste une crédibilité auprès des gens d'extrême droite. C'est pas vrai, ça. Je veux dire, il est reçu par des gens de gauche, puis Bernard-Henri Lévy, même des gens qui sont très loin de lui. lui. Est plus extrême dans sa vision de l'immigration qu'il est au Québec? Parce que moi, quand je l'entends, je ne sens pas de... Tu sais, moi, je me balance d'un bord et de l'autre avec l'histoire de l'immigration là, parce que je regarde notre démographie, puis je regarde nos besoins de services puis d'économie pour le futur, puis je me dis, on n'a pas fait d'enfants, à un moment donné, ça prend du monde qui arrive. Mais je comprends ceux qui ont peur de perdre leur identité. Tu sais, je suis comme déchiré dans tout ça. Là. Sauf que quand je... Tu sais, M. Bock-Côté, c'est pas moi, c'est pas le mien, là, mais dans le sens que quand je le vois, je me dis, mon Dieu, l'étiquette est vraiment lourde. Là. C'est pas ça totalement. Je trouve ça exagéré un peu, l'étiquette extrême droite pour M. Bock-Côté. Il y a deux Bock-Côté, moi, je trouve. Il y a le Bock-Côté français, qui peut être très impressionnant. Dans le Figaro, là, moi, quand je suis au Maroc, j'achète le Figaro, là, puis il y a eu des articles le samedi dans le Figaro de Mathieu, là, chapeau, là. Vraiment, c'était très, très fort. Au Québec, c'est autre chose, parce que c'est quand même un militant un peu plus souverainiste. Il est très, 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 très souverainiste. Pour l'immigration, je partage pas mal ses opinions. Je trouve que c'est du délire. C'est vraiment du délire, la politique fédérale d'immigration. C'est très irrespectueux du Québec. Le chemin Roxham, là, je suis tellement content qu'on l'ait fermé. Moi, je l'ai tellement dénoncé, le chemin Roxham, c'était honteux. Mais comment ça que les gouvernements appuient de l'immigration illégale? Ça part de où, ça? Mais c'est idéologique. Autant aux États-Unis qu'au Canada, on est là, il n'y a pas de problème. Mais ça se peut pas, ça. On s'est bâti des règles. C'est de l'idéologie. À Ottawa, ils sont dans l'idéologie totalement. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Là, ça devient... Il commence à avoir des conséquences sur l'économie, sur la crise du logement, même dans le reste du Canada. Tant que c'était juste québécois, ben là, ils pouvaient dire c'est les chialutes québécois qui sont fermés, qui sont xénophobes et qui ne veulent pas d'immigrants. Mais là, y compris dans le reste du Canada, il y a des gens qui allument. Mais cela dit, ce qui est révélateur, on disait tantôt qu'il y a des choses qui sont tabous. Même dans le reste du Canada, Pierre Poilievre n'ose pas trop parler de ces sujets-là. De l'immigration, de l'identité, parce qu'il sent qu'il n'y a pas besoin de ça pour gagner son élection, puis il a peur que ça dérape. Mais l'opinion publique au Canada anglais a changé, puis là, il y a une majorité de gens au Canada anglais qui trouvent aussi là, que c'est du délire à Ottawa. C'est trop, là, c'est exagéré. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des limites. C'est pas l'idée de se fermer. Moi, je me dis, le choix, c'est pas être fermé et être ouvert, c'est être ouvert de façon intelligente, puis il y a des normes, il y a des limites. C'est ça la vie, de toute façon. Dans la vie, on n'est pas tout puissant, là. Je veux dire, il y a des limites. Tu as raison que là, c'est idéologique, là. C'est carrément ça. Trudeau, c'est le multiculturalisme. Puis c'est l'envers. Puis le multiculturalisme sans limite d'Ottawa, c'est l'envers de l'incapacité viscérale à reconnaître la nation fondatrice canadienne. Moi, dans le livre, je le rappelle, le peuple fondateur du Canada, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. C'est nous autres. C'est les Canadiens, le peuple fondateur. Puis c'est très menaçant pour le reste du Canada. Ils sont prêts à reconnaître, comme j'ai dit, toutes les différences identitaires de la galaxie, sauf la québécoise. Parce que c'est la nation de base. Le Canada de 100 millions d'habitants, là. C'est du délire. C'est du délire. On gagnerait 60 millions d'habitants pendant que les États-Unis en gagneraient 35 millions. Non, puis le Québec là-dedans. Puis nous autres là-dedans, là. C'est notre gouvernement, le gouvernement fédéral. Trudeau, c'est censé être un Québécois. Moi, ça me choque beaucoup, cette affaire-là. Je me dis, waouh! Il y a une job à faire, là. Il finit la job de son père. Dans le livre, là-dessus, je ne fais pas de cadeau, moi, à ce gouvernement-là. Moi, je ne suis pas un souverainiste, là, mais moi, je suis un Québécois, puis je ne veux pas qu'on se fasse totalement folkloriser. Puis il y a quelque chose de vicieux dans la politique d'immigration à Ottawa. On en parle beaucoup ces temps-ci, là. Puis ça, la meilleure façon pour rendre les Québécois xénophobes et racistes, c'est ça. Parce que tu ne peux pas demander l'impossible aux gens non plus, là. Je veux dire, je pense que les Québécois, c'est une société fondamentalement ouverte, on l'a prouvé, tolérante, modérée, mais il y a des limites. Puis si tu as une politique qui n'a pas de limite, c'est très malsain. Mais je suis content parce que là, on l'a fermé, le chemin Roxham. Le dossier est là. Mais pendant longtemps, on disait c'est un dossier délicat, il ne faut pas en parler. Moi, quand on est au panel, des fois, il ne faut pas en parler, c'est délicat. Je dis non, il faut en parler. Là. Je veux dire, il faut en parler de façon intelligente. Ben oui. Mais as-tu l'impression que... Parce que les Québécois savent que ça va prendre quelqu'un. Quand on va à l'hôpital, ça prend une infirmière. Puis probablement que l'infirmière qu'on va avoir pour s'occuper de nous, elle va avoir un accent. OK? Elle va avoir peut-être un teint basané un peu plus. Elle va peut-être avoir, je sais pas, un chapeau bizarre sur la tête. Elle va venir de l'Afrique. Elle va venir un peu partout. Est-ce que tu as l'impression que... Parce que les Québécois savent ça, là.
qu'on n'a pas fait d'enfants, que notre démographie, on a comme une pyramide un peu dangereuse. Ils savent, mais je pense les Québécois comprennent qu'il doit y avoir de l'immigration. Premièrement, ils ne veulent pas avoir d'immigration illégale, ça c'est clair. Ils comprennent qu'il doit y avoir une certaine quantité d'immigrants parce qu'on a besoin de remplacer. Parce qu'en ce moment, il y a plus de gens qui prennent leur retraite que des gens qui rentrent sur le marché du travail. Donc là, au niveau mathématique, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut compenser. Mais j'ai l'impression que l'immigration, où on a mis la langue française en premier, nous pousse à aller piger dans des pays où les Québécois ne sont pas nécessairement à l'aise avec la culture. Il y a comme un clash culturel. Puis, je pense que même de l'autre côté, quand il arrive, il y a un clash culturel parce qu'on est des gens différents. Tandis que, mettons qu'il arrive, je comprends que les gens des Latinos, ils ne parlent pas français. Mais il y a un fond qu'on a fait disparaître, mais qui est encore là. Il y a un fond catholique avec les Latinos où le Québécois, il dirait oh, OK, ouais, les Mexicains à côté ou les gens du Guatemala à côté, ça ne me dérange pas. Il y a comme... C'est pas une xénophobie, c'est comme... Ils comprennent on est obligé, on doit avoir du monde de plus, on n'a pas le choix. Les Québécois, mais Jeff. Ils ont de la misère avec, je pense, certaines d'autres cultures. Puis les autres cultures aussi ont de la misère un peu avec nous autres. Tu me pointes dessus. Moi, là, je suis pas dans l'histoire de toute la patente, là, les voiles, j'ai pas embarqué là-dedans. Non, mais juste dire, les Québécois sont contents de voir des chrétiens qui arrivent d'Amérique centrale aller à l'église. Ils trouvent ça bien. Eux autres, ils vont plus à l'église, mais ils trouvent ça beau qu'ils aillent à l'église, mais ils n'aiment pas des gens de l'étranger qui vont en mosquée. C'est ça, les Québécois. Donc, c'est pour ça que l'immigration, à un moment donné, puis c'est-à-dire, on parle du Maroc. Tu connais bien le Maroc. Je connais bien le Maroc. Je suis allé souvent. Je connais bien. Je fais des séjours au Maroc, là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un clash de civilisation pour ces gens-là? Je parle des Maroc, les Maghrébins ou ailleurs, mais je veux dire, est-ce que notre immigration elle devrait être plus américaine, dans le sens qu'ils viennent d'Amérique? Quand on était jeune, je suis, on était très ouvert aux immigrants, en tout cas, des gens comme moi, là, mais on voulait qu'ils parlent français, qu'ils s'intègrent à la majorité francophone. Bon, aujourd'hui, c'est un dossier très complexe qui a changé. D'abord, la politique fédérale d'immigration, le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'il y a une communauté d'accueil. Ça, c'est un gros problème, là. Hein, je veux dire, c'est que tout le monde est placé sur le même pied. L'immigrant qui est arrivé il y a 15 jours, il est placé sur le même pied que le descendant de quelqu'un qui est là depuis 300 ans. Oui, donc, donc, il n'y a pas de message d'intégration suffisant. Oui. Sans aller à dire, avant, on disait quand tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Il n'y a pas suffisamment de message d'intégration. Quand on est rendu qu'il y a des Sikhs, là, il y a des immigrants Sikhs en Colombie-Britannique là, qui font la promotion de l'indépendance du parti. Il y a des choses qui ne marchent pas là-dedans. Quand une ministre fédérale, à un moment donné, a parlé de nos frères talibans, c'est une ministre d'origine afghane, il y a vraiment pas assez de message d'intégration. Puis à Montréal, il y a l'action de l'anglais. Parce que c'est vrai qu'à Montréal, il y a une montée de l'anglais, puis ça arrive qu'on ne peut plus se faire servir en français, tout ça. Puis dans les régions, vous connaissez moins ça. Je le dis pour venir à l'autre question. Moi, je suis dans un motel, là, ces temps-ci, je ne suis pas dans un palace. Et puis à Québec, puis les gens, ce matin, c'est des Noirs qui sont là. Bon. Ouais. Et ça m'a frappé. D'ailleurs, à Québec, traditionnellement, on ne voyait pas, en fait, des gens visibles, des minorités visibles comme ça. S'ils ne sont pas là, le Canadian Tower au coin de la rue où il n'est pas ouvert. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est... Puis il y a des besoins de main-d'œuvre, évident. Et l'autre point, c'est quand on était... C'est compliqué, l'immigration. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des normes. C'est dur de prendre un côté. C'est dur de dire j'ai une position sur l'immigration. Puis on est une vieille société d'immigration. Ça fait longtemps qu'on en reçoit. Puis on peut trouver un tas d'immigrants qui ont des contributions énormes au Québec. Mais il faut des normes. Il faut que tu aies des limites. Et là, un des problèmes, tu parlais tout à l'heure du Maroc, tout ça, c'est que quand on voulait avoir des immigrants francophones, une bonne partie viennent des pays du Maghreb. Mais ce qu'on ne réalisait pas, c'est que c'était des musulmans. Oui. Tu comprends-tu? Et là, Québec, issu de la Révolution tranquille, moi, je critique ça dans mon livre. Avant, on était catholique jusqu'aux oreilles. Puis là, d'ailleurs, on n'a pas changé à ce point-là parce que là, à un moment donné, il y a des gens qui sont contre la religion, il y a une espèce d'anticléricalisme. C'est quasiment religieux. C'est comme une religion d'être anti-religion. Exactement. Donc, ça cause un problème pour ces gens-là de voir des Marocains, même des je parle pas des Marocains fanatiques du tout, là. Je parle d'un Marocain normal, là, qui arrive, puis qui est musulman, puis qui, lui, a la foi. Ça ne fit pas dans le Québec moderne, parce que le Québec moderne se veut laïque, puis en tire. Moi, il y a mes amis. Bon, donc pourtant, ils parlent français. Ils sont donc, tout ça est complexe. C'est normal. C'est à nous de gérer ça. Puis aussi, je voudrais attirer la sauce sur quelque chose de très, très, très positif, là. On n'est pas comme en France.
En France, la relation des Français avec leur minorité maghrébine, surtout algérienne, est complètement fuckée. Et c'est un gros problème pour les Français, là, parce qu'ils sont partout sur le territoire, ils ne sont pas intégrés. Les premières générations avaient l'air de s'intégrer pas mal. Oui. Mais les deuxième et troisième générations ne le sont pas. Il y a de la violence. Est-ce Nous, qu'ils on n'est pas là-dedans. traînent la culture des castes, c'est-à-dire qu'il y a comme une... ils les regardent de haut, il y a une forme de haine. Tu sais, dans l'intégration, si tu as ça, si tu sens que tu as des castes, tu es en bas de la patente, tu es en bas de la pyramide, puis il y a des gens en haut. En partie, je dirais, je ne sais pas qu'il y a de la haine, mais j'avais écrit un livre là-dessus, le défi français, il y a plusieurs années. Puis la société française, elle est cassante et cassable. Tu sais, les Français, c'est pas comme des Québécois. Nous, on est des moutons, quelque part. Hein. Eux autres, là, à un moment donné, Français, ils ont eu un empire, hein? C'est Paris, oui, hein? Donc, ils ont la tête plus haut. Ils ont eu... Et c'est ça la grosse différence, c'est que c'est le reste de l'Empire. Nous, on n'a jamais eu d'Empire, les Québécois. Et les relations qu'on a avec les minorités, même musulmanes, sont très bonnes comparées à la France. Il faut voir le côté positif, là, c'est pas du tout... Je suis d'accord. Oui. Comme en France. En France, je n'ai pas le mot volontairement, c'est fucké, d'autant plus que une des choses dans la société, dans le monde actuel qui est très inquiétante, c'est qu'on a eu la fin des empires coloniaux. On avait l'impression que c'était normal, là, que les colonies ils ont leur liberté puis ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qu'on ne réalisait pas, c'est que dans les anciennes colonies françaises, et même dans certaines communautés ici, il y a une rancune à l'égard des anciens colonisateurs. On leur en veut. Et ça, les Français, les Français vivent ça. Ici, c'est beaucoup moins présent, ça. Et dans ce sens-là, c'est notre défi d'intégrer les minorités. Mais c'est le fédéral qui est responsable. Moi, là, je mets vraiment le doigt sur le fédéral. C'est dangereux, sa politique, tout azimut, parce que c'est pas réaliste. C'est pas connecté au monde. Puis ça, la meilleure façon, je le répète, de créer des racismes, des xénophobes, c'est d'être dans l'idéal. Le réel a ses droits. T'es ouvert, à un moment donné, assez, c'est assez. Christian, dernière question avant que on va te laisser parce que là, on vole de ton temps, je trouve, mais tu dis je veux rester positif, tu sais, je veux être quand même assez smooth avec le Québec. Sauf que depuis, je dirais 25 ans ou à peu près, depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y a une descente inquiétante. Puis je ne sais pas comment tu te sens parce que toi, tu es vraiment dans l'âge où tu l'as vécu, les derniers relents de la pauvreté, de la sous-éducation et l'éveil du Québec. Tu l'as parlé des années 60, puis après ça, le sage, etc., puis on monte. Et là, on a comme monté comme société, on s'est donné des choses extraordinaires. Hydro-Québec, on était très fiers de ça, le métro était fier de ça, l'Expo était fier. Un paquet d'affaires qu'on a fait. Mais là, depuis 20-25 ans, on a l'impression que, puis je pense qu'on n'a pas juste l'impression, on a énormément, une grosse machine avec beaucoup de monde qui se donne de bonnes conditions. Donc, on doit taxer énormément les citoyens, puis on rajoute des règles, puis on rajoute ci, puis on rajoute ça. Puis là, on essaye de tout nous donner, des meilleures écoles, des meilleurs hôpitaux, des routes pas pires. On essaye de se donner des trains. Mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus du tout, là. Puis on est rendu avec un budget, moi je regarde toujours les budgets par rapport à 10 ans. Puis comment on a pu passer de 78, 79 à 150 milliards en si peu de temps alors que la population, je comprends qu'elle est vieillissante puis elle a besoin de plus de services, mais quand on regarde ça, c'est toujours même pas une question d'argent qui manque. Il y a 150 milliards dans un pot pour 9 millions de personnes. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça devient... on commence à avoir honte. 2, on a hâte que ça change, mais on commence à perdre espoir. Je ne sais pas comment toi tu te situes là-dedans, parce que tu as un côté jovialiste. Est-ce que tu trouves que d'abord, mon analyse est pas juste, ou toi tu le vois et tu te dis, ben écoute, il faut passer une période tough, on va repartir par en haut? Ben, je trouve que quand tu dis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est pas vrai. Je trouve que tu exagères. Juste un truc très concret. À Montréal, moi je suis à Montréal, mon auto, là, je la stationne quand j'arrive du chalet. Je ne la prends plus de la semaine parce que c'est l'horreur. Valérie Plante s'occupe de nous autres. Mais le métro, là, à Montréal, c'est extraordinaire à quel point ça marche. Tu arrives à l'heure, on attend. Les années 60. C'est un détail. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais le point où je te rejoins... les années 60, tandis que le REM c'est ça, c'est l'héritage. brise. Non, mais c'est parce que je trouve qu'une société, c'est pas juste maintenant. C'est ce qu'on hérite des générations antérieures. Mm-hmm. Et ça fait partie du portrait, ça aussi. Moi il y a 2 choses que je vois.
qui m'inquiète, puis là-dessus, je te rejoins, c'est la déresponsabilisation systématique du monde. Ça m'inquiète beaucoup. C'est que pourquoi le gouvernement au Québec a tendance à emmener de plus en plus large? Parce que dès qu'il y a un problème, on veut que l'État intervienne. C'est de la faute de l'État, c'est de la faute. Puis là, on joue sur des cas humains, individuels, touchants. Hein? Des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, des gens qui se font attaquer. Puis là, le réflexe, c'est d'intervenir. Puis pourquoi? Ça, c'est profondément inquiétant. Et moi, ce que je vois, tu dis que je suis jovialiste. Moi, je suis un gars positif. Fondamentalement positif. Mais je suis pessimiste. Parce que ça finit mal, l'aventure humaine. Hein? Moi, je suis plus vieux que vous autres. Là, je suis plus près de ça. Là, hein, qui disait tout ça, c'est même. Ça faisait une boîte. Ça faisait une petite boîte. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vois au Québec, c'est la montée de la médiocrité. Le Québec, c'est ça que je parlais. Le Québec issu de la Révolution. Vous autres, vous en souvenez pas, mais il y avait une énergie énorme. Je suis obligé de te dire, on s'en souvient pas. J'en parle souvent avec Régent, je te disais tantôt. Les années 70 et 80, j'étais assez allumé. Là. Je suis là. Je suis en train de... Toutes les lumières s'allument. Puis, il y a plein d'affaires qui se créaient en culture, plein de choses. Puis, effectivement, peut-être qu'il y en avait encore plus dans les années 60. Là, tu as raison, je suis né en 67. Mais, tu as raison. Mais c'est de ça que je parle. C'était la métropole du Canada, Montréal. Montréal, c'était en 76. Moi, je me souviens de ça. Là, j'avais 10 ans, 11 ans. C'est Montréal, c'était grandiose. C'était les Olympiques. C'était Montréal, c'était... La modernité. C'était une grande ville d'Amérique. C'était une ville moderne. C'était une ville incroyable. Et c'est ça. Et c'était la phase... Comme à l'Espagne l'a vécu après le Franco, c'était la phase progressiste, dynamique, merveilleuse. Mais à un moment donné, parce qu'il n'y a pas eu de limite, parce que le conservatisme a été totalement dévalorisé, là, on sombre dans la médiocrité parce qu'on a besoin d'avoir, moi j'y crois beaucoup à ça, moi, une interaction entre le progressisme et le conservatisme. Et dans ce sens-là, le Québec paye le prix pour avoir totalement dévalorisé le conservatisme parce que, vous avez raison, la déresponsabilisation, ça, c'est vraiment lié au fait que le conservatisme n'est pas assez présent. Parce que, tu sais, quand tu es juste progressiste, là, ben écoute, the sky is the limit, là. Tu sais, dès qu'il y a un problème, l'État arrive, puis pauvres autres. Oui, on crée un programme, on fait on engage. Alors que quand tu as un progressisme de bonne loi à la britannique, parce que moi, des fois, je me dis que non, j'aurais dû naître à Londres, ben écoute, on m'a dit, ben là, les gens sont responsables, là, c'est pas des enfants, là. Qui s'en occupent un peu. Quand je reviens du Maroc, j'ai vraiment cette réflexion. J'arrive à la station de métro, là, c'est-tu Lionel Groux? Oui, Lionel Groux. Puis là, je vois ça, puis je dis, waouh, là, on revient dans le Québec plaignard. Puis parce que le Maroc, j'adore le Maroc, mais c'est plus rough comme société. Ah, ça, oui, c'est rough. C'est rough. Ouais, c'est rough. Hey, Christian, c'était le fun. Merci beaucoup. J'ai adoré. Je vais vous libérer la parole. Mais... Écoutez-moi, là, le bon côté à l'âge canonique qui est le mien, là, je dis vraiment ce que je pense. Ah, regarde. On peut dire qu'il y a des gens qui vont nous le dire. Vous jugez la liberté, mais gars, vous êtes la preuve vivante qu'elle existe encore parce qu'on peut encore quand même dire pas mal de choses. Il y a des choses maintenant qu'on ne peut plus dire, ça c'est clair, on le sait maintenant, il y a des choses qui ont changé. Mais en général, on est capable de s'arranger. Mais c'était bien le fun. Tu viens quand tu veux, tu passes par Québec, ça te tente de venir jaser une petite heure, tu es toujours le bienvenu, bien le fun. Donc le livre de Christian raconte un peu, disponible dans toutes les librairies. Est-ce qu'il est disponible? Oui, aujourd'hui. Normalement, il est je ne vais pas aller vérifier, je ne vais pas me stresser pour rien, mais il est censé être en vente dans les librairies. Juste 2 secondes, OK? Une de mes fiertés dans le livre, c'est d'avoir joint les deux mondes en principe et demi, des chroniques du Journal de Montréal, des chroniques de la presse. Ça, je suis très fier de ça parce que j'ai chroniqué dans les deux. Quand Danny Doucet du Journal de Montréal me dit oui, puis François Cardinal de la presse a dit oui, ça, j'étais fier de ça. Moi, j'ai une dualité en moi. Quand je dis, elle est profonde, la dualité en moi. Puis en plus, j'ai regroupé ces chroniques-là, parce que j'ai toujours trouvé que c'était ennuyant, un livre de chroniques, là. Je suis conscient de ça. Donc, j'ai regroupé les meilleures chroniques dans des thèmes, 6 thèmes porteurs d'actualité. Puis ça, c'est des textes inédits. Pourquoi le Québec a échoué? On n'en a pas parlé, mais je parle quand même des vieux, des gays, de la théorie du genre, de la pandémie. Donc, pour moi, c'est une grande fierté. Puis surtout, à mon âge, comment je pourrais dire ça? C'est que, sans être trop personnel, là, j'ai eu quand même des gros problèmes de santé il n'y a pas longtemps. Puis le fait que là, je suis encore là, puis ça va très bien, là, je ne veux pas que les gens disent que je fais pitié, mais d'avoir un livre encore, quelle que soit la réaction, c'est un beau cadeau de la vie. C'est une carte de visite incroyable. Ben oui. Écoute, on te souhaite encore de bonnes années, puis encore un autre livre, puis un autre si tu veux en faire encore 2, 3 autres avant d'aller dans ta petite boîte que tu parlais tantôt. Mais on a besoin d'avoir Christian en forme. Merci beaucoup pour la stimulation, puis je vous souhaite de continuer.
Yes. Puis, est-ce qu'il est disponible? Parce que moi, je suis un amateur. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, il n'y a rien de mieux qu'un livre en papier. » Mais est-ce que je suis quelqu'un qui a son petit e-book, son ça, Kindle. Est-ce qu'il est disponible en digital ou oui, il y a une version PDF. Mais je disais à l'attaché de presse des éditions Bertrand, je disais, envoie pas de PDF, je veux qu'il y ait la version papier. Mais je n'étais pas réaliste. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il faut aussi envoyer des PDF. Oui, il est disponible en PDF. Le livre s'appelle Plus que jamais la liberté. Christian Dufour est avec nous autres. Jerry, merci. On va suivre dans quelques instants avec, pour le Prime, on va suivre avec notre ami Carlos de Punisher. C'est Freestyle Friday. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com.